T'avais-tu vu mon truc de vidéo que j'avais mis sur les réseaux sociaux pour mon podcast? Sur l'histoire où mon ex m'avait invité chez elle, puis quand j'étais arrivé, il y avait comme trois gars qui étaient là, puis c'était comme toutes des ex à elle. On s'est rendu compte qu'on était tous des ex à elle, on comprenait pas ce qu'on faisait là. Puis là, il est arrivé avec une surprise. Puis dans le fond, j'ai jamais raconté la fin de l'histoire parce que je me disais que c'était comme privé puis tout, mais en même temps, personne sait de qui je parle, personne sait c'est quoi l'histoire. Fait que j'ai décidé de raconter la suite. Dans le fond, on était tous assis, tous les trois, puis on attendait qu'elle vienne nous rejoindre, puis elle arrive avec une surprise. Puis la surprise, c'était une petite fille de 3 ans. Puis ça faisait 3 ans que je m'étais séparé d'avec mon ex, que j'ai à pas parlé. Tous les gars qui étaient là, c'était à peu près dans le même temps qu'ils l'ont fréquenté. Puis mon ex, c'est comme, elle dit à sa petite fille, il y a un de ces quatre messieurs-là qui est ton papa. C'est lequel d'après toi? Puis la petite fille s'approche de chacun d'entre nous, elle commence à nous regarder les yeux, elle nous touche, elle nous tire les oreilles. Elle fait le tour d'un par un, puis elle a choisi le quatrième gars, elle dit c'est lui mon papa. Puis tu sais, moi je disais rien pendant tout ce temps-là, parce que je suis comme, c'est quoi cette histoire-là de vouloir traumatiser une petite fille? Fait que je jouais le jeu, puis je me dis un coup que la petite fille sera plus là, je vais régler ça, mais pas devant elle, tu sais. Mais là, je me sens un peu rejeté par cette histoire-là. Je suis comme, je me retourne vers la petite fille, puis je dis, pourquoi c'est pas moi ton papa? Genre, tu me trouves pas cool? Puis elle me dit, t'es pas mon papa parce que t'es laid. True story. Donc, il est cool, il visite ma maison et il va répondre à nos questions. Gilles Valiquette. Donc, on a le bonheur au bienveillant de... Tu sais, pour les gens qui regardent, ils sont habitués de voir du cinéma beaucoup, mais tu sais, il y a eu un peu des trucs qu'on est sortis des tracks, un peu des gens qui tournaient autour du cinéma, mais moi, le podcast, ça faisait un bout que... Je voulais juste recevoir des artistes québécois qui ont bercé un peu des parties de ma vie ou que j'ai vraiment admiré. Puis je voulais Gilles Vigneault, finalement il a pas pu, fait qu'on a été vers Gilles Valiquette. Ça reste une blague, c'est une blague. Ben, je peux illustrer un petit peu ton lien cinéma. Moi, j'étais de la première mouture québécoise de Starmania. Ah Puis, ouais, c'est puis tu sais, vrai. il fallait que je jouais un personnage, c'était un genre de caricature de Bernard de Rome, là, le lecteur des nouvelles. Puis, en quelque part, je me suis fait remarquer avec ça. Gilles Carle, le réalisateur, m'a invité au film Maria Chapdelaine. Puis j'étais bien fier de ça, tu comprends? Puis pourquoi pas, peut-être que j'étais à un point où ça pouvait ouvrir certaines portes. C'est que finalement, il m'a donné le rôle de quelqu'un qui vit dans le bois, quelque chose, le héros de l'histoire. Écoute, j'avais juste une phrase à dire, même pas, tu sais. Puis ils sont venus me chercher à 5 heures du matin. Puis là, ils ont monté les décors, ils ont attendu la lumière, puis là, il y avait de la neige, là, ils ont filmé d'un côté, puis là, ils ont défait ça, ils ont refait la cabane, ils ont ouvert l'autre bas, ils ont filmé ça. Écoute, j'ai recommencé ma ligne, là, je sais pas combien de fois. Ça a pris toute la journée jusqu'à temps qu'il fasse noir. Moi, j'étais là, je disais, hey, si je pense que ça prend du temps à faire un album, ça, c'est rien comparativement au cinéma. Ça fait que, disons que j'avais probablement pas la patience de m'aventurer là-dedans. Ça fait que ça, c'est ma vie. Gilles Valiquette au cinéma. Ouais, ben, c'est sûr. Faut juste penser au résultat final quand on fait du cinéma, parce que si on se rappelle du dernier tournage, on se dit ça va être impossible. On peut pas... On peut pas faire là, ça. Mais si on oublie, tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie, on se lance dans d'autres projets. Ben ça, je m'en souviens pas mal. Je te dirais, c'est ça, ok. Ben, t'étais pas fait pour le cinéma. Ben, c'est ça, c'est qu'après chaque journée de cinéma, tu t'oublies dans l'alcool, puis tu te réveilles le lendemain, t'as perdu la mémoire. C'est ça mon problème, je bois pas.
Ouais, fait que en premier, je vous ai contacté pour... je peux te tutoyer? Oui, Parce que ça va être oui, plus... ben, pourquoi pas. Puis je t'ai contacté parce que je voulais parler de Get Back, parce que c'est un film pendant la pandémie qui m'avait vraiment marqué comme expérience presque sensorielle, là, dans le sens où j'avais l'impression d'être presque dans une expérience de réalité virtuelle, passer 8 heures avec les Beatles comme observateur, comme ça, il y a quelque chose d'hypnotisant, de vraiment proche d'eux. On a presque l'impression d'être avec eux, mais je sais pas si vous qui êtes l'expert de... Parce que j'ai aussi un livre que vous avez publié sur les vinyles des Beatles, sur les éditions des vinyles des Beatles. Ouais, ben j'ai c'est comme ça, c'est fou comme c'est fou, ça. mais c'est tout. C'est tout, ouais, c'est Ouais, ça. j'ai publié un livre il y a quelques années qui est un petit peu l'histoire des Beatles, mais comme on l'a vécu au Canada puis au Québec. Parce que quand on lit la majorité des livres sur les Beatles, puis je ne veux pas diminuer cet événement-là, mais tu sais, ça commence souvent là, quand les Beatles passent au Ed Sullivan, tout ça. Mais peu de gens savent que les Beatles avaient déjà des disques en or au Canada 3 mois avant d'arriver au Ed Sullivan. Puis ça, les Canadiens, en fait, le Canada anglais n'a jamais le crédit d'avoir... embarqué, entre guillemets, là, dans l'histoire des Beatles. Ça fait que ça méritait que quelqu'un le raconte. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on était dans les années de la Révolution tranquille au Québec. Puis à ce moment-là, il y en a qui étaient fortement allergiques à tout ce qui est anglais. Mais l'heureuse exception, ce sont les Beatles. Parce que tout le monde a aimé les Beatles. Puis il n'y a pas eu... on était dans l'adolescence du domaine de la musique, du domaine du disque au Québec aussi. Puis on ne pouvait pas se payer le luxe d'avoir des échecs sur disque à ce moment-là. Alors c'est pour ça que plusieurs disques québécois étaient essentiellement des versions de succès français ou des versions de succès anglophones. Puis dans les années 60, il n'y a pas eu d'artistes qui ont été... C'est comme par nécessité, le yéyé, puis toutes les bands qui faisaient des covers, Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de lancer des artistes québécois à cette époque-là. C'était trop risqué du matériel original. Non, mais regarde, si tu me permets, tu sais, quand on voit l'évolution du domaine du disque au Québec, ça a commencé avec des exceptions. Je parle de la Bolduc, je parle d'Alice Robbie qu'on a découvert par le biais d'Hollywood, de Félix Leclerc qu'on a découvert par le biais de Paris. Mais le domaine du disque, comme on le connaît aujourd'hui, là, je parle du chanteur populaire avec son gérant, son équipe qui fait des tournées, qui vend des disques. Ça a commencé en 57 avec Michel Louvain. Buenos noches, mi amor. On n'a jamais vraiment célébré le côté pionnier de Michel Louvain puis de son gérant à l'époque, Yvan Dufresne. Mais à mon avis, ça mérite d'être dit. Alors si on se remet en contexte... c'était connu, non? Parce que je me rappelle le truc... C'était très connu. C'était un peu la marque de commerce même de Michel Louvain, d'arriver un peu avec cette... d'être un chanteur populaire qui a un gérant puis qui tourne à travers le Québec, qui fait des hits. Puis... Oui, mais là, ça a l'air ordinaire parce que c'est le modèle. Mais c'est eux autres qui l'ont testé puis qui l'ont mis au monde. Parce qu'après ça, les chanteurs... Parce que de 57 à 62, ou à peu près, on est dans l'ère des chanteurs de charme. Alors ça, c'est l'époque là, de Pierre Lalonde, de Donald Lautrec... Puis il y a comme un parallèle là, entre ces chanteurs québécois-là, puis les Bobby Darin. On les appelle aux États-Unis l'époque des Bobby, hein, parce qu'il y avait Bobby V, Bobby Vinton, Bobby Darin, tous des Bobby. Mais... C'est-tu comme tous des imitateurs d'Elvis? Pas imitateurs d'Elvis, mais bien inspirés par Elvis, non? Non, du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est sûr qu'au milieu des années 50, il y a un nouveau style de musique qui arrive qu'on appelle le rock and roll. Puis en toi et moi, le rock and roll, c'est la version blanche de la musique rhythm and blues que les Noirs ont façonné. Mais avec les problèmes de ségrégation qu'ils ont aux États-Unis, à ce moment-là, en tout cas, il n'était pas question de mettre en vedette là, des Noirs. Alors, Elvis arrive, puis là, on va avoir d'autres chanteurs qui, à travers ça, vont être capables de se faufiler, puis on va aseptiser le rock and roll avec des chanteurs comme Pat Boone, puis tout ça. Puis beaucoup d'Américains ne sauront même pas quels étaient les auteurs... de base de ces œuvres-là. Alors, tout ça pour dire, c'est que les Américains, pour plusieurs Américains ont comme un petit peu passé à côté là, de ce qui se passait réellement. C'est pour ça que
les étrangers, les Européens, surtout les Britanniques et les Allemands, eux autres n'avaient pas ce problème-là. Alors, eux autres, ils préféraient avoir les versions originales. Alors, les Little Richard, les B.B. King, tous ces artistes-là, les Européens ont connecté avec eux autres bien avant certains Américains, même si ces artistes-là restaient de l'autre côté de la rue, là. Alors, c'est pour ça que quand on a eu l'époque des groupes, puis l'époque des groupes a revitalisé, si on veut, là, beaucoup de la musique qu'on appelait rock and roll. Puis cette renaissance-là qui est revenue par après, ça, on appelait ça la musique rock. Puis depuis ce temps-là, ben ça a sa propre évolution. Mais tout ça pour dire, c'est qu'au Québec, on n'a pas eu d'équivalent de l'époque rock'n'roll. En fait, il faut se souvenir qu'en 1956, Elvis Presley était supposé venir jouer au Forum, puis le clergé du le maire Québec, de Montréal. puis le maire de Montréal se sont organisés pour que le spectacle soit annulé. Alors, c'est juste pour vous dire, là. Mais ce qui a suivi... Le rock'n'roll, les grandes années du rock'n'roll sont 53 à 58. Mais à partir de 58, aller jusqu'à 62, là, on a eu les chanteurs de charme. Alors là, on a eu un équivalent au Québec. Puis ensuite de ça, on a eu une évolution, je dirais, synchro avec les Américains. Parce qu'après les chanteurs de charme, on a les folk singers aux États-Unis, puis nous, on a eu nos chansonniers québécois, les Gilles Vigneault, tout ça. Puis rendu en 64, c'est l'époque des groupes. Alors, on a eu, nous aussi, nos groupes. Mais quand même, là, pendant toutes ces années-là, les producteurs de disques au Québec ne peuvent pas se payer le luxe d'avoir des échecs sur disque. En fait, les gens ne se souviennent pas de ça, mais quand on commençait dans le métier, un artiste comme moi, par exemple, on n'avait pas le droit de commencer avec un album. Il fallait commencer avec un 45 tours. Si on avait 2 succès en 45 tours, peut-être qu'on nous laisserait faire un album. Autre chose, c'est qu'on ne nous laissait pas non plus faire nos chansons originales. Il fallait faire des versions. Puis, si ça fonctionnait, peut-être que là, on nous laisserait faire nos chansons par la suite. Alors, après 2,45 tours, on pouvait peut-être avoir la chance de faire un album. Alors, les choses ont changé, je dirais sensiblement, quand Richard et Marie-Claire sont arrivés. En 71, eux autres, pris dans ce carcan-là, ils ont été un petit peu plus... Juste pour les gens à la maison, c'est les Séguin. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est qu'ils ont repris une chanson de Félix, Le Train du Nord, puis ils se sont rendus numéro 1 avec ça. Puis j'ai eu le privilège de jouer sur cette session-là. Puis ensuite, ça a ouvert tout grand la porte là, pour les générations des années 70. Mais là, quand on arrive dans les années 70, là, ça va faire une vingtaine d'années que notre... domaine du disque roule, ça fait qu'on a appris des choses, on s'est amélioré techniquement, puis quand on regarde les productions il y avait des gros producteurs et des gros ingénieurs au Québec dans les années 70. Certains, mais ça s'est créé en se faisant. Là, mais quand même, où je suis bien fier, c'est qu'on a quand même plusieurs productions de ces années-là qui se mesurent très bien aujourd'hui là, face à ce qui s'est passé ailleurs au monde ou même chez nous. Ouais, donc c'est ça, c'est c'est le livre que vous avez édité sur l'histoire des disques des Beatles. Ouais, c'est ça. Je raconte l'histoire des Beatles à partir de la discographie canadienne, qui est quand même différente là, de la discographie officielle là, qui est britannique. Mais alors non seulement j'ai un lien avec tout ce qui est Canada anglais, puis tout ce qui est Québec, mais un peu comme la façon dont on va classer les timbres ou les livres. Alors, j'ai classé toutes les éditions. Parce qu'un album comme Twist and Shout, là, il y en a paru une vingtaine d'éditions au Canada. Alors, quand on regarde ça, est-ce que est-ce que j'ai une édition 1972 ou j'ai un original de 1964? Ouais. Il y a quand même eu des disques qui ont dû, des compilations ou des line-up de disques qui ont dû être faite au Canada, là, qui n'était pas une reproduction directe non plus de l'Angleterre ou des États-Unis. Oui, là-dessus, je te dirais, puis on parle des Américains. Pour les Américains, il n'y a rien de l'étranger
qui peut être assez bon pour eux autres. Alors... Ils vont faire le saut dans les années 60 puis 70. Effectivement, mais ce qui arrivait, c'est que sur une centaine de productions étrangères, souvent britanniques, si en pigeaient une pour commercialiser en Amérique du Nord, c'était beau. Puis même ça, la plupart du temps, ça fonctionnait pas. Alors, il y avait cette notion-là que si on veut avoir une chance que les artistes étrangers marchent en Amérique du Nord, il faudra probablement changer la pochette, changer la sélection des pièces, changer la séquence avec lesquelles on va... Ça fait que ça donne qu'en pratique, les artistes qui faisaient, entre guillemets, des albums ont vu leurs œuvres là, trafiquer. Souvent, quand on regarde la discographie originale britannique des Beatles, on peut dire ça, c'est la discographie. Mais quand on regarde les disques, la façon dont on les a commercialisés en Amérique du Nord, puis là-dessus, j'inclus le Canada, dans le fond, ce sont des compilations. Il y a une différence entre des compilations et des albums comme tel. Ouais, j'en ai quelques-uns, mais vraiment mauvais état, là, mais canadiens, là, comme ça. Puis bon, fait que là, en gros... Excuse-moi, juste pour terminer sur le Canada. Le Canada, quand même, vu que le Canada s'est éveillé aux Beatles avant les Américains, on a réussi à lancer 3 albums qui sont uniques au Canada et 9 45 tours. Ces disques-là sont aujourd'hui recherchés par tous les collectionneurs à travers le monde. Puis ça se passait pas ailleurs. Ça se passait aux États-Unis. Non, parce que la grande majorité des pays ont tous refusé de lancer les disques des Beatles quand ils les ont reçus au début. C'est-tu un peu le Canada anglais a eu son amour pour les Beatles plutôt un peu comme les artistes français perçaient au Québec vraiment rapidement, souvent, tu sais, ils arrivaient souvent rapidement en France, vu qu'il y a comme un lien culturel. Puis aujourd'hui, j'imagine qu'au Canada anglais, le lien culturel entre les Britanniques et les Canadiens il est plus faible, mais peut-être dans ces années-là, c'était encore frais, puis... Il y a du vrai dans ce que tu dis. Il faut se souvenir qu'au début des années 60, où le Canada a à peu près 25 millions d'habitants, ou à peu près, on calculait qu'il y en avait au moins 6 millions de descendances britanniques. Alors, à un moment donné, tu as un naturel, là, bien entendu. Ouais. OK. Puis Get Back, qui est vraiment un chef-d'œuvre qu'on a eu la chance de voir, c'est un album. C'est quoi le contexte de cet album-là, en fait? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ringo va aller tourner un film. Faut qu'ils se dépêchent avant qu'ils partent. Puis ils font cet album-là. Il y a un réalisateur qui arrive sur place. C'était quoi le contexte de tout ça exactement? Premièrement, le contrat de disque des Beatles les amenait de façon classique à faire 2 albums par année, 4,45 tours. Au tout début de leur carrière, les Beatles se faisaient un devoir de ne pas avoir les mêmes chansons sur 45 tours qu'on mettrait sur album. Eux autres, ils trouvaient que quand tu faisais ça, c'était voler le public. Ça a changé avec le temps. Ouais. Mais tout ça pour dire, c'est que quand l'année 68 se termine, les Beatles sont en retard sur leur échéancier. Parce que puis c'est une des raisons pour lesquelles qui explique là, la sortie de l'album blanc. C'est pas pour rien qu'il y a 30 chansons là-dessus, parce qu'il n'y avait pas sorti d'album là, pendant cette année-là. Alors, ils sont toujours un petit peu en retard quand le début de 69 commence. Puis entre toi et moi, c'était peut-être un gros défi que de penser faire un nouvel album, même pas 6 semaines après que l'album blanc est sorti. Là. Mais quand même. Effectivement, on essaie d'accommoder les calendriers de tout le monde. Ça fait qu'on se donne un mois. C'est l'idée de Paul McCartney. C'est lui qui avait eu l'idée pour le Sgt. Pepper. Puis c'est Paul McCartney qui avait eu l'idée aussi pour le Magical Mystery Tour. Alors, remarque que ça... Mais il y a eu l'idée pour le Magical Mystery Tour. Ouais. C'est quoi, Magical Mystery Tour? C'est pas comme une compilation que les Beatles étaient plus ou moins d'accord avec la sortie? Non, le Magical Mystery Tour, c'était essentiellement un projet d'émission de télévision qui devait sortir, là, qui est sorti dans le temps des fêtes en 67. Puis pour aller avec ça, il y avait une trame sonore. Mais les Beatles ont toujours imaginé ce qu'on appelait à l'époque des super 45 tours. C'est des 45 tours avec 3-4 chansons. Alors, ils ont fait comme un genre de petit livret avec une histoire, puis 2 45 tours pour un total de 6 chansons. C'est juste que les Américains, quand ils ont eu ça, ils ont dit des maxi 45 tours,
7 pouces carrés. Ça marche pas en Amérique du Nord. Ça fait que nous autres, on est d'accord pour lancer un album, mais pas un maxi 45 tours. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les 6 pièces du maxi 45 tours sur une phase d'album, puis ils ont fait une compilation avec la phase B de 45 tours qui n'était pas sur album, mais on sait que les Beatles, eux autres, c'est ça, on ne leur a pas demandé, hein, la compagnie de disques a eu le dernier mot là-dessus, mais ça faisait pas la phase. Ça a pris 9 ans avant que le club des Beatles et la maison de disques acquiescent le fait que Magical Mystery Tour serait maintenant commercialisé sous forme d'album. OK, donc on revient à Get Back, cette rencontre-là. Voilà. Alors, en 69, on va s'organiser pour rattraper un peu le retard. Puis, on va s'allouer un mois pour faire ça. L'idée à McCartney, c'était qu'il disait, bon, on pourrait filmer une répétition des Beatles, on pourrait revoir les vieilles pièces qu'on faisait dans le temps qu'on était en Allemagne, puis tout ça, puis finir tout ce projet-là avec un spectacle majeur. Ils ont jonglé avec l'idée. D'aller c'était où qui voulait aller en Syrie? On voit dans Get Back le fait que c'est le réalisateur Lindsay Hogg qui pousse pour savoir où est-ce qu'on va finir ça. Finalement. Lui il s'énerve pas mal avec ça. Dans le documentaire, je trouve qu'il passe un peu pour un niaiseux. Là. C'est un peu comme mais je suis pas sûr, tu sais, en même temps, il se faisait filmer, le gars, il essayait de dealer avec les Beatles, c'était le plus gros band au monde. Je sais pas c'était quoi dans la vraie vie, tu sais. Lindsay Hogg, en fait, ça marque en réalisant le vidéoclip de Hey Jude. Puis effectivement, ce clip-là est excellent. Puis on a vu les Beatles entourés de monde. Alors c'était un petit peu de là que l'embryon là, de Get Back a comme été lancé. Puis lui, Lindsay Hogg, cette même année-là, c'est-à-dire l'année suivante, parce que je parle de l'année suivante du Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour, c'est le temps des fêtes 67. Bien, au temps des fêtes 68, là, c'était au tour des Rolling Stones qu'eux autres voulaient faire leur marque à la télévision. C'est qu'ils ont imaginé un projet qui s'appelait le Rolling Stone Rock and Roll Circus. C'était Lindsay Hogg qui réalisait ça aussi. Finalement, le projet a été mis sur la glace parce que Mick Jagger puis Keith Richards trouvait que les Rolling Stones paraissaient pas très très bien face à d'autres groupes qui étaient sur l'émission. Ça fait que c'est arrivé en marché juste dans les années 90. Mais quand même. Ça fait que. C'est cool? Pardon? Bon? C'est-tu bon? Est-ce que c'est bon? Je te dirais moyen. Tu sais, c'est le genre de truc que tu es content d'avoir pareil. Comme archive. Là. Mais, tu sais, c'est pas mal les fanatiques comme moi qui ont acheté ça. C'est comme les fans de la Matrice qui ont vu la Matrice 4. Ah, ça, je sais pas. Là t'en sais plus que moi sur ce sujet-là. Mais ça fait que Lindsay Hogg, à ce moment-là, j'imagine qu'il était vu comme la première personne que tu vas appeler si tu as un projet à caractère rock, entre guillemets, là, à mettre sur pellicule. Alors, moi, je pense que c'est pour ça que c'est là. Mais pour en revenir au documentaire comme tel, le film qu'on avait sorti à l'époque, parce que c'était supposé être un spécial télévisé, mais c'est devenu un film parce que les Beatles avaient besoin d'argent. Leur compagnie de disques était dans le rouge. Puis on a mandaté un nouveau gérant qui s'appelait Alan Klein de faire des pieds et des mains pour en quelque part là, pour ramener de l'argent. Alors c'est là qu'on a vu les Beatles lancer des compilations, puis faire toutes sortes de simagrées économiques là, pour régler un petit peu ce problème-là. Ouais, maintenant que c'était leur compagnie à eux, ils pouvaient plus être exigés de la compagnie de disques, eux autres, il fallait qu'ils gèrent leur finance, fait qu'il y a comme... Non, quand même, c'était leur compagnie de disques, c'est vrai, mais les Beatles étaient quand même toujours sous contrat avec EMI. Okay. Alors, EMI leur a permis de mettre leurs enregistrements sur la pomme, sur l'étiquette Apple, mais ça demeurait une propriété... propriété de EMI. C'est pour ça que lorsque les Beatles ont terminé leur contrat en 1976, on a vu tous ces enregistrements-là rebondir en Amérique du Nord sur l'étiquette Capitol, parce que ça leur a toujours appartenu.
les disques des autres artistes que les Beatles avaient eux-mêmes signés, qui ont enregistré sur Apple. On parle de Mary Hopkins, Jackie Lomax, les débuts de James Taylor. Ça, c'est toujours resté sur Apple comme tel. Alors on arrive au mois de janvier, puis en quelque part, on voulait, le but ultime, c'était d'avoir 14 nouvelles chansons, puis peut-être d'aller finalement les interpréter en direct à côté des pyramides en Égypte, ou je sais pas trop quoi, quelque chose comme ça. Mais finalement... c'était vraiment un band international, les Beatles. Tu sais, il y avait le drapeau britannique. C'était un peu leur marque d'être britannique, mais c'était comme vraiment... Ils appartenaient à tout le monde sur la planète. Là. Non, c'est vrai, mais oublie pas qu'en 65, on leur a donné une médaille pour l'apport économique qu'ils ont amené en Grande-Bretagne. Alors, c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, quand on regarde les premières photos des Beatles qui sont prises à Liverpool, là, ils sont toujours photographiés dans des ruines. Parce que quand les Beatles ont commencé, la Grande-Bretagne était encore en reconstruction, surtout Londres, parce qu'ils ont été bombardés là, par les Allemands comme ça se peut pas, et Liverpool, parce que Liverpool était juste à côté d'une autre ville qui s'appelle Birkenhead. Puis c'est là qu'on fabriquait les armements de guerre. Alors, les Allemands, là, ils ont visé ça sans surprise. Hein. Mais ça fait que Liverpool, comme on dit chez nous, ils ont mangé une méchante claque. Alors, c'est comme George Harrison a déjà dit, avoir une tasse de sucre, c'était un gros contrat. Imagine-toi avoir une bonne guitare. Ouais. Ben, il y en avait une bonne. Il a fini par en avoir une bonne. Il savait s'en servir, en tout cas. Puis, fait que ce documentaire-là est jamais sorti. Je sais pas si tu sais c'est quoi le contexte. Parce que je sais que Let It Be, quand il est sorti, supposément que c'est vraiment pas bon, Let It Be. Là. Ben, le film, là, je parle. Ouais. Ben, disons que... par le temps que le mois de janvier 69 était terminé, c'est sûr que les Beatles sont insatisfaits parce qu'en quelque part, ils ne trouvent pas qu'ils ont eu des bonnes performances à travers tout ça. Puis on a fini, je dirais, assez loin du but qu'on avait en tête. Alors, on a demandé... L'autre chose qu'il faut ajouter là-dedans aussi, c'est que une des choses qui est arrivée dans l'histoire des Beatles, c'est que quand on a amorcé le projet Get Back, John Lennon ne s'est pas caché pour dire aux journalistes, aux médias, que là, pour le nouveau projet qui s'en venait, Get Back, qui ne voulait pas avoir de production léchée à la George Martin. Alors, George Martin avait été éclipsé de ce truc-là. Il y avait eu un froid entre George Martin et Paul McCartney aussi pendant l'album blanc. Alors, ça ne s'était pas replacé plus qu'il faut. Alors, disons que ça tombait bien qu'on s'organise pour éclipser George Martin pour le projet Get Back. Ça fait qu'il dit, on va montrer les Beatles à l'état brut, d'où on est parti, comme on est, puis ça va être les vrais Beatles, c'est ça. Excepté que, sans la direction artistique de George Martin, ils ont un peu pas mal tourné en rond là, pendant cette production-là. Il en demeure pas moins que c'est le technicien de son, le sonorisateur Glyn Johns, qui avait la responsabilité de piloter le projet, techniquement parlant. Parce qu'artistiquement, tu ne pouvais plus rien dire aux Beatles rendus là. Il y a peut-être juste George Martin qui pouvait le faire. Alors, le projet fini. Ça, c'est une autre chose. On y reviendra. Alors, le mois de janvier se termine. Puis là, c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Là, on va demander à Glyn Johns de nous piger les meilleurs bouts là-dedans, puis peut-être de nous donner un aperçu de ce qu'on pourrait offrir comme album. Alors il l'a fait une fois, à court terme, puis tous les Beatles ont dit non, nous autres, on ne veut pas s'associer à ça. Ça fait qu'il y a eu des directives pour recommencer son travail, puis au printemps, il a fait une deuxième version de tout ça. Cette deuxième version-là, à un moment donné, il a été interviewé à la radio américaine, puis il a été le faire jouer. Puis il y a du monde à la maison qui ont enregistré ça, d'où la panoplie là, de disques pirates sur la Let It Be qui sont sortis, entre autres, là-dessus. Alors, vu que ça semblait quand même pas se placer à la satisfaction des Beatles, eux autres, ils ont dit, gars, on perdra plus de temps avec ça, on va mettre ça de côté. Puis, rendu au mois d'avril, ils se sont dit, pourquoi on ne revient pas en studio, puis on ne fait pas un album
comme on faisait à l'habitude. Alors, Paul McCartney a téléphoné George Martin, puis lui a demandé si... Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Il dit, on aimerait ça. Il dit, on aimerait ça, si tu revenais, là, réaliser les disques, là, comme on a toujours fait. Ça fait que George Martin a dit, si vous êtes d'accord pour qu'on travaille comme on travaillait avant, OK, allons-y. Puis l'autre chose qui s'est assurée, mais il dit, John Lennon, es-tu vraiment d'accord avec ça? C'est que Paul, il a dit, oui, fais-toi-en pas, là, ça va être correct. Ça fait que même si les Beatles étaient en désaccord sur beaucoup de sujets, dont la gérance du groupe, puis la situation économique, puis tout ça, quand est venu le temps de revenir en studio, puis parler musique, c'est quand même incroyable quand on voit qu'ils ont concocté le Abbey Road à travers tout ça. Certains considèrent que c'est peut-être le meilleur album des Beatles. Reste à voir. Mais pour ce mois de janvier-là, effectivement, ce que moi j'ai remarqué quand on nous a montré le documentaire... Ça devait être ton Super Bowl quand c'est sorti. Disons que ça m'a tenu occupé, oui, certainement. Mais j'ai été surpris de voir George Martin impliqué, parce qu'on le voit, il se promène là, pendant le documentaire, parce qu'il n'était pas supposé être là, à ce qu'on avait compris. Mais il y a une petite scène, à un moment donné, Paul McCartney parle à John Lennon, puis là, George Martin s'approche des deux, tu sais, comme tu t'attends à ce qu'il participe à la conversation. Là. Puis Paul, il dit, non, je te parle pas à toi, je parle à lui. Fait que, mon George, on le voit là, clairement là, dans le documentaire. Ça fait qu'on voit là que George Martin était là comme soutien technique pour aider si on avait besoin de lui, mais il n'y avait aucun rôle de direction, disons. Puis où je pense que George Martin a vraiment aidé, c'est quand George Harrison a laissé le groupe. Puis une des conditions qu'il a posées pour revenir, c'est qu'il ne voulait plus travailler à Twickenham, où on avait commencé là, les 2 premières semaines de l'enregistrement, parce que c'était pas une place intuitive, disons, pour les musiciens. Ça sonnait pas très bien, puis il faisait froid. Alors, il n'aimait pas ça. Il disait, je ne veux plus jamais retourner là pour faire... Alors là, on a demandé à George Martin de nous aider, parce qu'on a décidé d'aller dans le sous-sol des bureaux Apple, où supposément un type qui s'appelle Magic Alex était supposé avoir concocté tout un studio, mais quand ils sont arrivés là-dedans, il n'y avait rien qui se passait. Il n'était pas si magique. Alors, c'est ça. Alors, on a demandé à George Martin là, d'essayer de réorganiser ça rapidement. Ça fait qu'il a un petit peu sauvé le projet, là. Peut-être pas directement, mais indirectement, certainement. Alors on a loué des appareils chez EMI. Puis EMI a envoyé un des jeunes sonorisateurs en apprentissage pour aider les Beatles. Puis cette personne-là, bien entendu, s'appelait Alan Parsons, puis c'est lui qui s'est occupé des Pink Floyd par la suite. Mais quand même, il était là. Alors ça, c'était ce côté-là de l'affaire. Yoko Ono, moi, je peux te gager un vin, là, que c'est pas vrai que toute la gang n'ont dit que des beaux mots de Yoko Ono. Parce qu'en quelque part, les Beatles, dans leur histoire, n'ont jamais permis à leur conjointe d'être présente quand ils enregistraient et ils travaillaient ensemble. Même ils ont refusé à leur gérant d'être là et à leur éditeur de musique d'être là. Puis quand Yoko arrive dans le portrait, regardons ça, elle est toujours, non seulement elle est toujours là, elle se permet de donner des opinions sur ce que les Beatles font. Alors c'est sûr que ça en a irrité quelques-uns, George Harrison en particulier. Ouais, puis dans le documentaire, j'ai l'impression que la tension est plus entre Paul et George Harrison qu'entre Paul et John. Il n'y a pas de l'air d'avoir tant de tension entre Paul et John. Non, la grosse tension est surtout entre George et John. Ah ouais? Ah ouais, définitivement. Ok, parce que je pensais que c'était ces deux-là qui s'étaient entendus pour partir leur carrière solo, chacun de leur bord. Ah, c'est vrai que Paul, il fait comme réconforter un peu George, essaie de le calmer un peu des fois, mais... Ouais, mais tu sais, faut quand même pas s'attendre à ce que ce documentaire-là révèle tout. Hein. Ouais. Non, celui qui était le plus enclin à lancer une carrière solo, c'était John Lennon. John Lennon était déjà en carrière solo. Il faisait ses disques impressionnistes, là, le Two Virgins, Life with the Lions,
de Wedding Album. Ces 3 albums-là sont sortis avant Abbey Road, là. C'est pas n'importe quoi. Puis en plus de ça, il était en compétition directe avec les Beatles quand il a fait ses 45 tours, Cold Turkey, Instant Karma, Give Peace a Chance. C'est lui là, qui roulait comme 2 groupes en même temps, là. Puis là, dans son groupe, le Plastic Ono Band, il faisait ce qu'il voulait. Il n'y a personne qui l'achalait. Mais avec les Beatles, il faut que tout le monde s'entende. C'est démocratique. Tout ça, ce qui vient à un moment donné. Je peux comprendre que ça, il y en avait assez. Ouais, puis George Harrison, quand on voit le documentaire, puis qui est comme, j'ai droit à 2 tunes par album, puis j'aimerais ça faire des tunes, puis tu vois que c'est comme vraiment Lennon-McCartney. C'est sûr. Puis je veux dire, c'est sûr que Lennon-McCartney, c'est le cœur des Beatles, là. Oui. Mais même si George Harrison le sait, ou qu'il sait que les Beatles, ça va être plus grand comme truc que lui en solo, comme être humain, tu peux pas accepter d'être confiné toujours à tes 2 tunes si t'as le goût d'en faire plus, si t'as le goût d'en mettre plus, tu sais. Ouais, ben... C'est un peu humiliant, en fait. Peut-être, mais l'affaire, c'est que les Beatles ont quand même évolué, Harrison en particulier, au fil des ans, puis la structure... Il était à bonne école. La structure était pas... on n'avait comme pas prévu ça. Tu comprends? Au début, George Harrison, ça ne l'intéressait pas que de faire des chansons. Puis quand il a commencé à s'intéresser à ça, ben là, on l'a un peu pas mal ignoré. Puis ce qui a changé les règles du jeu, c'est quand les Beatles ont décidé, en février 1965, d'offrir leur catalogue de chansons. Il y en avait 57 à ce moment-là, les offrir à la bourse. Alors, en quelque part, pour donner un petit peu de profondeur à ce projet-là, on a invité George Harrison à se joindre à cette initiative-là. Puis, à mon avis, je l'ai pas... Je peux pas le prouver, OK? Mais à mon avis, je pense qu'on a promis à George Harrison que s'il embarquait dans le projet d'édition, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Northern Songs, s'il embarquait là-dedans, en quelque part, on lui promettait d'avoir au moins 2 chansons par album. Parce que le premier disque qui a suivi après cette émission-là en bourse a été Help. Puis, surprise, regardons ça, on a 2 chansons d'Harrison, puis on a eu 2 autres après. Puis, tu sais, ça a toujours été comme ça. Puis là, il s'est ambitionné, George, là-dessus. Puis là, il a commencé à trouver que 2-3 chansons par disque. Peut-être qu'il trouvait ça un peu étroit. Alors, lui, c'est lui qui a paru le plus. Là, quand les premiers albums solo ont été lancés après la séparation des Beatles, c'est lui qui en avait le plus. Puis aujourd'hui, on sait qu'il y avait beaucoup de titres là-dessus qui avaient été refusés par Lennon-McCartney parce qu'ils ne voulaient pas les faire. Une en particulier, c'est quand on apprend que Lennon-McCartney, pendant l'enregistrement de l'album blanc, ont refusé d'enregistrer le Something de George Harrison. Je comprends que quelqu'un peut être frustré. Ouais. Puis en plus, son album qu'il fait après les Beatles, c'est All Things Must Pass. Ben, c'est génial. Là. Ben oui, mais plus que ça, là, c'est que toutes ces chansons-là qui avaient été discartées au cours des dernières années se sont retrouvées là avec succès. Ouais, puis j'ai l'impression aussi que George Harrison, il commence à se tenir avec Eric Clapton puis d'autres musiciens comme ça anglais, puis il se rend compte que parmi eux, il est vraiment respecté, puis il est vu comme un grand musicien, puis quand il retourne avec les Beatles, c'est comme le petit frère de Lennon-McCartney. Tu sais, il y a comme un truc que en tout cas dans le documentaire, t'as cette impression-là quand tu regardes, là, comment lui, sa vie avec d'autres artistes, il est comme soulevé, puis quand il revient là, il est comme la troisième roue du tricycle. Ouais, ben t'as absolument un bon point à ce niveau-là. J'irais même un petit peu plus loin, parce que quand, dans le documentaire, Harrison laisse le groupe, une des choses qu'il va dire, c'est qu'il va dire « Moi, je suis pas intéressé d'entendre parler d'un spectacle. Moi, un spectacle, je veux rien savoir de ça. Je suis intéressé à enregistrer, faire un album, mais pas de spectacle. » Pourtant, la même année, dans la même période, à un moment donné, Eric Clapton cogne à sa porte. Il dit « Hey, je suis en train de jouer avec Delaney and Bonnie, on est en tournée, tu viens-tu avec nous autres? » Harrison dit « Ben oui, il prend sa guitare, puis il s'en va dans l'autobus, puis il a dit « Oh là, regardons ça, tout d'un coup, c'est le fun, donner des spectacles. » Alors, tu sais, je trouve que ça en dit pas mal. Tu sais. Ouais. Bon, fait que ça, c'est Get Back. Puis là, moi, j'ai une question pour Gilles Valiquette, parce qu'une fois, chez un disqueur, j'ai trouvé 7 choses. Ouais, OK. Nord Valiquette. Ouais.
producteur Luc Bélan, directeur artistique Luc Bélan, arrangement Gilles Valiquette, compositeur Gilles Valiquette, musicien Someone. Fait que j'ai une théorie là-dessus. Je peux l'avancer? Vas-y, mais j'ai comme l'impression que ça va tomber un mythe bientôt, bien vite. Ouais, ok. Ma théorie, c'est que Someone, c'est ton groupe de jeunesse. Là. C'est vrai. Puis t'as eu un producteur peut-être qui vous a permis d'enregistrer. Vous avez fait un master, toi, vous avez fait un enregistrement de vos chansons avec tes amis. Puis il y a quelqu'un qui a gardé ces enregistrements-là. Puis quand t'es devenu connu comme artiste solo, il a sorti un genre de bootleg semi-illégal. Ben, t'es pas loin de la vérité, mon ami. Franchement, là, tu m'impressionnes. Non, mais effectivement, Someone, c'était mon groupe quand j'étais ado. En passant, super bon album, hein? Ah, ça, je suis pas Ben, sûr en tout cas, mais on comprend que c'est un amoureux des Beatles puis que tu réinventes pas la roue. Ouais. Mais là-dessus, pour faire des tunes dans le style des Beatles, je trouvais que c'était vraiment bien réussi. Certaines d'entre elles. Bon, je pense que c'est la première fois que j'ai un compliment sur cette Ah ouais? histoire-là. Ah non, mais je pense que Max aussi qui fait le son, on est d'accord là-dessus. Bon. Non, écoute, ce que je te dirais, c'est que dans les années 60, enregistrer un disque, c'était une note de prestige. Alors, tous les groupes rêvaient de faire un disque. Ça ne veut pas dire qu'on était prêt pour le faire. Mais sans le savoir, on s'attendait d'enregistrer avec un directeur à la George Martin, en quelque part, quelqu'un qui nous donnerait une direction artistique, une direction technique. Mais souvent, les gens qui nous enregistraient, qui se disaient producteurs, mais tu sais, ils ne savaient pas ce qu'était le... Les autres, ils étaient là pour payer le loyer un peu de leur studio. Ah, c'était pas leur studio. Ils louaient les studios et tout ça, mais ils voulaient bien faire. Mais essentiellement, là, ils n'étaient pas éduqués pour faire le travail comme tel. Alors, ce qui se passait, c'est que tu avais une gang de jeunes qui tournaient en rond d'une certaine façon, parce qu'on ne savait pas d'où on partait, puis on ne savait pas où on s'en allait, puis ça donnait ce que ça donnait. Puis on se trouvait à écouter ce que certains nous disaient, sans savoir que dans le fond, ils ne connaissaient rien, eux autres. Tu sais. Ouais. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, des artistes comme moi qui avons fait nos disques quand on était plus jeunes, là, on est pris vraiment avec des mauvais instantanés, tu sais, de ce qu'on était. Moi parce qu'on a eu 2 45 tours, hein, un qui s'appelle Chante et danse avec moi. J'avais 16 ans quand j'ai fait ça. L'autre il s'appelait le magicien. J'avais 18 ans. Puis celui-là, là, le N-Nord, qui n'avait pas de titre, dans le fond, ça s'était rajouté par l'après. Ça, c'était une maquette pour un projet de disque. Alors ça, j'avais 19 ans quand on a fait ça. Mais, tu sais, il faut commencer en quelque part. J'ai pas de problème avec ça. Puis je suis pas surpris non plus qu'il y ait des défaillances artistiques là-dedans, parce qu'on s'éduquait en s'en allant. Il ne faut pas oublier, il n'y avait pas d'école là, dans ce temps-là là-dessus. Il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de tutoriel. Moi, mes premiers films sont enfouis dans des vieux disques durs, puis ils sortiront jamais de là. Ben, en tout cas, ça fait que ça, c'est la réalité. Mais ce que j'allais dire, c'est que ce que je déplore, c'est que ces instantanés-là ne reflètent pas vraiment le son ou qui on était à ce moment-là. Ça me dérange pas qu'on me dise que c'était pourri. Je le sais le premier que c'était pourri. Mais, moi, j'ai aimé l'album. Non, mais ça, je te dis, je suis agréablement surpris. Mais quand même, je parle de l'ensemble de ces premiers enregistrements-là. Mais où tu as vraiment mis le doigt dessus, c'est qu'il n'y a personne qui a été intéressé à ces enregistrements-là jusqu'au moment où je suis devenu connu. Puis là, bien entendu, je ne suis pas le premier à qui ça arrive, puis je ne serai pas le dernier non plus. À un moment donné, on a voulu capitaliser sur le nom. Moi, j'aurais pas eu d'objection si on avait lancé un truc comme ça, puis on l'avait expliqué comme il faut, puis on l'avait mis en contexte. Ah, Gilles Valiquette, vous connaissez son « Je suis cool », voici ce qu'il avait de l'air quand il était plus jeune, il a joué avec ses chums, puis tu sais, donner une petite idée là, de d'où ça vient et tout là, ça. C'est ça, exactement. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais on a essayé de faire passer ça comme si c'était mon nouveau disque après « Je suis cool ». Ça, là, j'étais pas content.
Puis c'était vraiment une maquette qui appartenait à quelqu'un parce que t'avais signé un contrat ou... On n'a même pas de contrat là-dessus. C'est tu sais. Ah, c'est un vrai bootleg, là, c'est ce que je pensais. Là. C'est un Non, vrai non, truc non, mais pirate ou... non, mais regarde, là. T'as 17, 18 ans, là. Il y a un gars qui arrive et dit je serais intéressé de faire un disque avec vous autres, là, puis je vais payer ce que ça coûte. Hey, ok, ouais. Tu comprends? Il n'y a pas un musicien qui veut pas aller dans le studio, tu sais, ouais, triper là-dessus, tu sais. Ben maintenant, écoute, il était pas organisé, là. Il voulait peut-être bien faire, mais il était pas organisé. Non, mais c'est une édition de disque là, tellement basique, là, c'est vraiment étonnant comme disque. Là. Parce que même quand on le sort, même l'étiquette sur, je sais pas, il y a comme juste imprimé de quoi bien vite pour faire une passe de cash, j'ai l'impression, ou peut-être qu'il n'y a pas les capacités pour faire mieux. Ben écoute, premièrement, là, je suis prêt à gager, là, qu'il n'y avait même pas d'enveloppe de papier. Ah ouais, parce que mettre une enveloppe de papier dans un album, dans ce temps-là, ça coûte 1 sou. Alors, on voulait pas que ça coûte trop cher. Puis le numéro aussi, le numéro de catalogue. EXT 7777. Ben, ça aurait pu être 666 ou quelque chose de même. Fait que quand tu fais Someone, j'imagine, des adolescents, vous avez plus de temps de pratique, c'est là que vous vous séparez un peu parce que ça marche plus le band parce que ça n'a pas percé ou... Parce que toi, tu travailles comme guitariste de session aussi avec... non, ça, j'étais pas rendu là à travailler comme guitariste de session, mais c'est juste parce que c'était trop difficile. Il y en avait deux dans le groupe à la fin, là, que c'était leur gagne-pain comme tel. Oui. On travaillait à des conditions vraiment... Là. C'était tellement... Toutes les conditions difficiles faisaient que ça l'a enlevé le plaisir que de faire de la musique ensemble. T'sais. Puis tu sais, il faut s'avouer, là, à un moment donné, à cet âge-là, tu as d'autres aspirations, tu as des conjoints, à un moment donné, là, naturellement, sans que personne te le dise, il faut commencer à regarder ça sérieusement. Moi j'en ai conclu que probablement qu'on voulait bien faire, mais que mon groupe, en quelque part, avait peut-être pas ce que ça prenait pour avoir une carrière intéressante. D'ailleurs, quand on envoyait nos maquettes dans les maisons de disques, ils disaient pas mal toute la même chose. Ils disaient le chanteur est pas bon. Ça, c'est moi qui chantais. Puis ils disaient que les chansons sont pourries. Puis c'était mes chansons. ça fait que là, si ils disaient tous ça, je me disais pas qu'ils me contaient des histoires. Ils doivent avoir raison. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que quand on a plié bagage avec les groupes de jeunesse, moi, je suis retourné à l'école de musique, au collège de musique Sainte-Croix, avec l'espoir d'avoir mon diplôme pour devenir un prof de musique en quelque part. En autant que je demeurais dans le domaine de la musique, j'aurais été fier de ce que j'aurais accompli. Puis c'est comme bien d'autres choses dans la vie, c'est quand tu forces pas que ça vient te chercher. Puis quand le groupe s'est séparé, j'ai commencé à avoir des téléphones. « Hey Gilles, t'es plus dans le groupe? Parce que t'étais un gros... Bon? Je sais pas si tu veux le dire toi-même, mais t'étais un gros guitariste au Québec à cette époque-là. Ça devait être connu un peu dans le milieu. Tu sais, il y avait beaucoup de groupes là, dans ces années-là. Puis une des choses qui se passait, je te dirais, assez régulièrement, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait des concours d'orchestre. Puis là, ils mettaient une douzaine de bandes là, dans un aréna. Puis il y avait toujours un prix quelconque. Là. Les plus gros concours sont ceux où est-ce que le groupe gagnant, il y avait un contrat pour faire 45 tours. Ça fait que les dimanches après-midi, tant qu'à rester à la maison... C'est un setup de film, ça? Certain. C'est un film, une soirée de concours de band pour avoir son 45 tours. Non, mais n'empêche que c'est... Parce que, tu sais, toi, tu vas jouer 20 minutes, une demi-heure, puis là, ben... Tu sais, tu retournes dans la salle, puis tu vois tous les autres groupes, puis tu vas côtoyer les autres jeunes musiciens. C'est comme ça qu'on s'est connus, là, les Richard Séguin, puis les Pierre Flynn d'Octobre, puis Plume Latraverse, puis Pierre Bertrand de Beau Dommage. C'est comme ça qu'on s'est connus avant que chacun de nous ait un petit peu là, de succès de son côté, mais on était actifs. Beau Dommage n'existait pas encore quand tu faisais Non, il était en solo, lui, ou dans un autre band, ou... Oui, il était dans la famille Casgrain. La famille Casgrain. Oui, exactement. Okay. Ça fait que si tu remontes, là, tous ces artistes-là des années 70, là, c'est tout venu de cette génération-là, si on veut. Pour la plupart. Puis c'était tout à Montréal, ces concours-là, ou ça se passait un peu partout dans la province? Ben, souvent en province, mais pas trop loin. Saint-Hyacinthe. C'est ça, Saint-Hyacinthe, Châteauguay, Drummondville.
Puis c'était gros, les jeunes, ça devait se remplir de jeunes, ça? Oui. Je te dirais, là, de 64 à aller jusqu'à 69, là, il y avait de l'action. Puis après ça, il y a eu un creux de vague dans le domaine de la musique. Plusieurs des chansonniers connus à ce moment-là, je parle des Jean-Pierre Ferland, Pierre Letourneau, tout ça, ça marchait tellement Pierre plus. Letourneau, c'est un chansonnier en solo? Oui. Jamais entendu parler. Ah, c'est un des pionniers, ça. Ah ouais? Ouais. Ça vaut la peine d'écouter ou? Ah, certain. Ah ouais? Okay. Ben, ça, c'est un bon lead pour les gens à la maison. Jamais entendu parler de Pierre Letourneau. Sur étiquette Select, qui à ce moment-là appartenait à la famille Archambault. Ah, ok. Qui ont contribué beaucoup là, à la musique au Québec, à la musique, oui, mais à soutenir là, l'infrastructure du domaine qui était en devenir à ce moment-là. Parce qu'il y avait Vigneault, Léveillé, Lévesque. Puis, juste un petit peu après ça, c'est là qu'on a eu Letourneau, Gauthier, Louise Forestier. Puis en fait, le dernier... Même Robert Charlebois, son premier album, c'est un peu chansonnier. Hein. Ah, c'est très chansonnier, c'est exactement ça, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, quand tu regardes le cycle chansonnier du Québec, le dernier chansonnier et le meilleur, c'était Charlebois. Puis quand j'ai dit qu'il y avait eu un creux de vague entre 69 et 72 ou à peu près, celui qui a tenu le fort pendant toutes ces années-là, c'était Robert Charlebois. Puis là, il part en train en Californie, puis il revient, puis... ça c'est en 69. Quand je dis qu'il a tenu le fort, là, c'est un des événements là, qui a promené sa réputation là, positivement. Mais quand même, Charlebois aussi a eu le privilège, disons, la chance d'aller en Europe, puis il a fait sa marque aussi. Et lui, il a fait sa marque en Europe, pour vrai. Ouais, ça doit être un des plus gros de l'histoire du Québec. Il doit pas... Peut-être Félix Leclerc puis Vigneault à leur époque, mais Robert Charlebois, il est encore connu en France. C'est sûr que tu n'aurais pas eu Charlebois en France s'il n'y avait pas eu Leclerc avant. Ouais. Maintenant, Gilles Vigneault a été en France souvent, mais... il est connu c'était un petit peu plus laborieux pour lui. Oui, il y a des fanatiques de Vigneault là-bas, mais ça n'a pas eu la même envergure, disons, que Leclerc et Charlebois. Mais quand même, là encore, Gilles Vigneault, là, c'est tout un phénomène. Là. Fait que là, toi, t'étais-tu là un peu quand Charlebois goes electric? C'était-tu un peu une bombe, un peu? Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à partir de 72... on a eu une nouvelle génération d'artistes qui sont arrivés, un après l'autre. Moi, à mon avis, de ce que j'ai vu, mon témoignage, moi, je pense que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, là, c'était Richard et Marie-Claire Séguin, avec le 45 tours dans ma maison. C'est là que ça a commencé. Parce qu'après ça, moi, je suis arrivé après ça. Après moi, il y a eu Beau Dommage. Après Beau Dommage, il y a eu Harmonium. Puis après ça, la fin de ce cycle-là, c'est pas mal avec Paul Piché, je dirais. Puis là, à la fin des années 70, parce que ça dure à peu près 5-6 ans, là, ce cycle-là, quand on arrive à la fin des années 70, le domaine a flanché là, quand le disco est arrivé. Quand les producteurs ont préféré faire jouer des disques que d'engager des musiciens. Ah, ok, c'est ça. Hein. Ça, c'est une des affaires. Puis vu qu'il y avait moins... je dirais qu'il y a une petite dimension politique à ça. C'est que avant 76... disons qu'il y avait une sensibilité pour tout ce qui était culturel au Québec. Alors, on faisait attention à notre théâtre, on faisait attention à notre musique, puis en quelque part, on dénotait notre préférence, puis on encourageait, on achetait des billets de spectacle, on achetait des disques. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais quand, là encore, c'est ma perception des choses. Les gens qui nous écoutent, ils vont dire il n'est pas dedans pendant tout. Mais c'est que quand le PQ est arrivé en 1976, on dirait qu'une bonne partie de la société québécoise a dit la dimension culturelle, ils vont s'en occuper eux autres maintenant. Ouais. C'est que nous autres, on n'a plus besoin de se bordrer avec ça. Ça va suivre son cours normal sans qu'on s'inquiète. Mais finalement, c'est pas nécessairement là, arrivé comme on souhaitait. Puis comme je dis, il y a eu un creux de vague. Bon.
moi, à cette époque-là, je me disais, on n'a pas à se plaindre, on a eu notre place au soleil pendant un bon bout de temps, ça fait que c'est normal qu'il y ait d'autres choses qui se placent. Moi, je m'attendais à ce que rendu, 82, 83, on a eu un renouveau musical qui arrive. Mais on n'a pas eu de renouveau musical. Ce qu'on a eu, c'est l'humour au Québec. Alors là encore, tu dis... bien en rire. Oui, aussi bien en rire. Mais là, tu vas te dire, OK, j'imagine que c'est à leur tour, c'est bien correct. Ça devrait durer 7 ans à peu près. C'est Walt Disney qui disait dans le domaine du divertissement, une génération, c'est 7 ans. Alors, OK, on va leur laisser le territoire. Il sait de quoi il parle, ce gars-là? Pardon? Il sait-tu de quoi il parle, ce gars-là? Ben lui, il ressort ses films à tous les 7 ans, avec là, tu sais pourquoi. Mais tout ça pour dire, je me suis dit, ça va revenir, mais force est d'avouer que c'est jamais vraiment revenu depuis cette époque-là. Ben, je ne veux pas généraliser, là, mais d'avoir un domaine de la musique qui a force, autant de force qu'on en avait là, dans les années 60-70. Ah ben non, mais de toute façon, il suffit de le 16e meilleur artiste, selon moi, québécois des années 70, c'est de la bombe, là, encore. Aujourd'hui, t'écoutes ça, puis t'es comme... Fabienne Thibault, qui est complètement oubliée aujourd'hui, puis t'écoutes ça, puis c'est comme ses 2 premiers albums, là, avant qu'elle devienne Starmania, puis qu'elle fasse plus de la pop dans les années 80, c'est comme vraiment méconnu aujourd'hui, puis c'est... Tu sais que c'est moi qui lui ai donné sa première chance? Ah, raconte-nous ça. Deep Lord de... Je réalisais le premier album de Plume la Traverse. Ouais. OK? Il fait cognac, gnac. C'est Plum Pudding, c'est lequel tu as réalisé? Je sais que tu as réalisé Plum Pudding. C'est le seul que tu as réalisé avec toi? Oui, exactement. Ça fait qu'on fait cet album-là, puis là, ben... Elle chante dessus. Oui, c'est ça. Elle fait des back vocals, ouais, je me rappelle. C'est ça. Plum arrive, puis il dit, j'ai une de mes amies qui chante, puis elle chante bien, puis j'aimerais ça l'entendre chanter. Ça fait que moi, je dis, certain. Ça fait qu'elle a chanté le gros Flash Mauve. La première chanson qui commence la phase B. Peut-être, en tout cas, certainement une des meilleures chansons de l'album. Puis, elle s'est fait remarquer avec ça, puis c'était parti pour elle, puis c'est bien, tant mieux. Être à la bonne place au bon moment, là, ça s'est bien passé comme à cause de Starmania, puis elle est allée en France. Puis aujourd'hui, c'est comme une personnalité française, comme représentante pour les produits du terroir en France. Mais par contre, moi, quand j'écoute ces 2 premiers albums, je les aime tellement que je suis comme fan, j'aurais aimé ça. Peut-être que ça. Mais dans ces 2 premiers albums, à mon avis, on sent beaucoup. Johnny Mitchell. Oui, mais je dirais Jim et Bertrand beaucoup. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Je pense qu'elle venait des cantons de l'Est, mais là, je ne gagerai pas là-dessus, là, mais ça ne me surprendrait pas. Puis, fait que là, toi, tu vas commencer ta carrière solo. Ben, tu sais, tout le monde le connaît, là, c'est super connu, on l'a entendu partout. Là, c'est Jacques Michel qui t'encourage. Quand j'ai commencé comme professionnellement dans le domaine, à 20 ans, j'étais un guitariste accompagnateur. Ça, c'est en français, session guitarist, c'est guitariste accompagnateur? Non, parce que session, c'est pas... Sideman, ça serait mieux. Parce que ce qui arrive, c'est que t'avais un bon bout de chemin à faire comme accompagnateur avant qu'on t'invite à faire des sessions. Tu comprends? Ouais. C'est vrai qu'il y en avait des sessions dans ce temps-là, par exemple. Mais moi, ma première session professionnelle, c'était quand j'ai fait le Train du Nord avec Richard McClassigan. Ouais. Puis là, moi, j'étais le petit nouveau là-dedans. On avait, dans ce temps-là, on enregistrait sur 4 pistes. Puis on avait ce qu'on appelle un rhythm section, là, guitare, basse, piano, drum. Puis on avait une section de violon avec nous autres. Puis dans ce temps-là, c'est comme... T'as des cuivres ou t'as des violons. T'as pas les deux. Ça fait que là, le chef d'orchestre est arrivé avec ses feuilles de musique. Puis là, j'étais pas tellement nerveux, je me demandais comment je passerais à travers ça. Puis finalement, premier shot, ça a bien été. Tu sais. Ah ouais. Ça fait que là, j'étais là, j'espère qu'on me demandera pas de le refaire. Je pensais pas être capable. Mais il y en demeure pas moins que les autres musiciens qui étaient là depuis pas mal plus longtemps que moi. Là, il y en a certains là-dedans qui m'ont demandé mon numéro de téléphone. Tout ça, tu sais. Ça fait que le nom a commencé à se passer. Puis là, on est au début de l'année 72 quand ça se passe. Mais à l'été 72, je me souviens avoir regardé sur le palmarès
le palmarès le mieux coté de l'époque, là, qui était celui de Radio Mutuelle, CJMS. Puis il y avait un top 40. C'est moi qui jouais de la guitare sur plus que la moitié de ces pièces-là. J'étais pas mal fier de mon coup. Mais dans ce temps-là, une session d'enregistrement, là, on arrivait, t'arrivais une demi-heure avant la session. C'était souvent 9 à midi ou 2 heures à 5 ou 7 à 10. Okay? C'était comme les trois. On se promenait d'un studio à l'autre. Puis une session, c'était 3 heures. Puis là, on allouait, c'est-à-dire les producteurs allouaient généralement 30 minutes pour la balance de son. C'est qu'il fallait que le technicien et son assistant placent les micros, puis organise les balances, tout ça, là, en 30 minutes. Puis dans le temps qui restait, 2h30, normalement, on enregistrait 4 chansons. Puis c'était lecture à vue, là, souvent, tu sais. Ça fait que... Puis quand il y avait des versions, on nous faisait jouer la version originale, on nous donnait la feuille, puis là, il faisait jouer la version originale. Puis comment ça commence, ça, que toi, tu peux faire ton album solo? Ben, toujours en 72, pendant l'été, on a fait un album avec Jacques Michel qui s'appelle « Pas besoin de frapper ». Puis, il a fait 2 gros hits de malade. Je veux dire, c'est bon de Jacques Michel en général, mais c'est 2 gros hits, Pas besoin de frapper, puis l'autre dont j'oublie le nom, mais qui est comme... il y en a eu plus que 2, je peux te dire ça, moi. Mais son truc un peu universel hippie, là, dans les paroles, tu sais, là, comme les gens, les enfants, en tout cas, peu importe. OK. Ça va nous revenir. Ouais, non, c'est que c'est le seul autre Rodrigue. Ben, c'est le seul Rodrigue. C'est vrai, tu vas le remarquer. Ben oui, t'as bien parce raison, que dans Jacques Généalogie, Rodrigue, à un moment donné, dans les débuts d'Internet, j'avais checké, puis son vrai nom, c'était Rodrigue, puis c'était la seule personnalité chez les Rodrigue connue dans l'histoire du Québec. C'est probablement Amène-toi chez nous. Ouais. Ah, Amène-toi chez nous, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ou encore Un nouveau jour va se lever. Ah, ben ouais. Hein? Ça, c'est les 2 gros qu'il y a eu avant Pas besoin de frapper. OK. Ouais. Mais en tout cas, sur cet album-là, c'est vraiment bon de Jacques Michel. Jacques Michel m'a demandé de créer des chansons avec lui. C'est qu'il tu sais, moi avant, là, j'arrive de mon groupe, là, tu comprends? Ce qu'on m'a dit, mes chansons sont pas bonnes. Mais là, Jacques, il veut faire des chansons. Tu sais, le gars qui fait Amène-toi chez nous, il veut faire des chansons avec moi. Je suis comme, wow, let's go. Mais il veut que tu composes avec? Oui, c'est ça. Ouais, okay. J'ai demandé, je suis resté une couple de jours chez lui, puis on a travaillé des pièces ensemble. Puis finalement, il y en a 2 qui ont été choisis pour être sur cet album-là. Puis là, tout de suite, quand on a eu fini l'enregistrement de cet album-là, puis là, je vais ouvrir une parenthèse, c'est qu'à cette époque-là, après la Saint-Jean, là, des spectacles, là, il n'y en a plus. Tu comprends? Il y a des festivals, puis il n'avait pas... Non, il fallait attendre là, à l'automne avant que... Il y a ce qu'on appelait la rentrée, puis on recommence. L'exception à ça, c'est Gilles Vigneault qui faisait la Comédie canadienne en septembre. Mais tout le monde commençait normalement là, en octobre. Alors, l'été, c'était le moment où on préparait nos albums pour l'année qui s'en vient. D'accord? Il y avait beaucoup d'activités de studio pendant l'été. C'est pour ça qu'on avait tous un teint vert. C'est comme le cinéma, c'est les mêmes dates, le cinéma. Ouais, hein? Ben, il y a la température aussi dans votre cas. Mais quand même, ça fait que on finit Jacques Michel, puis là, on commence le premier album des Séguins. Eux autres, ils ont eu le hockey à la suite du succès du Train du Nord. Puis Marie-Claire Séguin décide de choisir une de mes chansons. Tout est mieux là-haut, n'est-ce pas? Ça fait que là, je suis comme encouragé tout d'un coup. Ça fait que là, je me dis, après l'enregistrement des albums, mais avant que les tournées commencent à la rentrée, je me suis dit, ben peut-être que d'autres chanteurs, en quelque part, seraient intéressés à mes chansons. Ça fait que je me suis payé 2 soirs de studio. Le studio m'a fait un prix d'amis. Puis en direct, voix guitare, j'ai enregistré 18 de mes chansons. Puis quand mon ami René Letarte a entendu dire que je faisais ça, René Letarte, c'est l'ex-bassiste des Bel Canto, puis c'est lui qui avait réalisé les albums de Jacques Michel et des Séguins. Alors lui, quand il a entendu dire que je faisais ça, il dit « Je vais te donner un coup de main. » Ça fait que pendant qu'on est en train de faire ça, là, il me dit « Tu devrais sortir ça. » Ben, tu vois, donc. C'est pas grand-chose qui va arriver avec ça. Il me dit « Ah, je connais du monde dans les compagnies de disques, tout ça. » Hey, go! Finalement, on a retourné dans le studio, puis on a mis ce que j'appelle un peu de sel et de poivre sur mes enregistrements, un peu d'harmonie ici, un peu de percussion là, pour que ça soit présentable. Puis là, ben, j'ai eu 3 compagnies qui étaient intéressées. Ah ouais? Ah ouais. Puis là, écoute bien ça, j'étais capable de négocier. Pas de version pour Gilles Valiquette. Je fais mes chansons. Pas de 45 tours pour Gilles Valiquette.
on commence avec un album. Puis là, j'ai un album, juste mes chansons. Finalement, je me suis retrouvé le premier de cette génération-là qui a eu ce privilège-là. Puis, où je suis fier, c'est que ça a bien été au point où, pour les artistes qui m'ont suivi, on n'a jamais remis ça en question. On leur a jamais dit, il faut que tu commences avec un 45 tours. On leur a jamais dit, non, un album, tu peux pas. Puis dans ce temps-là, ce qui intéressait les artistes de la nouvelle génération, c'était pas les questions d'argent, c'était le paragraphe dans le contrat de disque qui s'appelait « Contrôle créatif ». C'est qui choisit les chansons, puis comment et quand on les fait. Ça valait de l'art. Ça fait que ça a aidé tout le monde un petit peu là, à mettre ça en place. T'sais. Alors c'est bien tant mieux. T'sais. Puis là, ça connaît le succès de ton premier album ou quand ça se passe? Où j'ai été chanceux, encore une fois, c'est que mon album n'avait vraiment pas, comment je dis ça, donc, un habillement commercial. Autrement dit, c'est clair que c'était pas parti pour jouer dans les stations AM, qui était la radio commerciale à l'époque. De l'autre côté, Félix Leclerc ne jouait pas non plus à la radio AM. Là, ouais. Ça fait qu'on en prend puis on en laisse. Mais où j'ai été chanceux, c'est que dans ces années-là, c'était les années où la radio FM, ou MF si tu veux, commençait. On appelait ça MF dans le temps? Oui. Okay. Ben, disons que les deux connotations, là, on jonglait avec ça, tellement c'était nouveau. Ah, ok, ouais. On voulait bien faire. Ça fait que dans les grands centres, je parle de Montréal, Québec, on a commencé à avoir des stations MF ou FM. Puis ces stations-là, à cette époque-là, ça faisait un devoir de ne pas faire jouer ce que la radio commerciale faisait jouer. Puis même, il se faisait un devoir de ne pas faire jouer ce que l'autre station FM faisait jouer. Alors ça donnait comme résultat que si tu faisais de la bonne musique, c'était pas grave si tu faisais du jazz, de la musique instrumentale, la chanson pop, du chansonnier. Il y avait toujours quelqu'un en quelque part qui était un diffuseur, un radiodiffuseur en quelque part, qui était prêt à t'aider. Puis tu sais, quand même, ces radios-là allaient chercher des centaines de milliers d'auditeurs. Là. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où, tu sais, quelqu'un va te diffuser, mais il y a juste 23 personnes qui t'écoutent. Là. Ça avait un impact, tu sais, parce que ça se reflétait sur les ventes de disques puis les ventes de billets de spectacle par la suite. Ça fait que, disons que c'était une belle période. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps, puis je le dis encore plus souvent depuis la pandémie là, des dernières années. C'est que où je me considère vraiment chanceux, moi, c'est d'avoir grandi, d'avoir commencé à apprécier la musique dans une des plus belles périodes où tu pouvais faire ça. Puis je suis devenu un exécutant du domaine, peut-être dans la plus belle période où tu pouvais faire ça au Québec. Ça s'achète pas. Ouais. Des fois, ça arrive à être à la bonne place dans le bon temps, comme je disais plus tôt. Ouais, tantôt, ça, j'ai un truc que je voulais apporter. Tu sais, quand tu disais qu'avec l'arrivée du PQ, il y a comme eu la culture québécoise, qu'on a remis ça entre les mains de l'État un peu, puis qu'on a arrêté peut-être. Disons qu'on a peut-être arrêté d'être un petit peu plus... d'être assez militant vigilant. Un peu dans son affaire. C'est ça, tu comprends. Mais parce que je sais que la musique traditionnelle québécoise connaît son pic à l'élection du PQ. Ouais, j'en doute pas. Puis elle disparaît de nouveau à des fêtes référendaires. Ouais. Dans les années 80, ça n'existe pas. Le PQ revient avec Jacques Parizeau. La bottine souriante se réinvente. Le traditionnel revient vraiment gros. Des fêtes référendaires de 95. Creux de vague encore. Ouais. Même le Rêve du Diable, sont passés à 2 musiciens seulement en show après la défaite référendaire de 80. C'était fini. Ils pouvaient même plus se payer un orchestre. OK, intéressant. Il y a comme vraiment un lien entre la musique puis la politique. Puis, tu sais, je sais qu'aux États-Unis, ils parlent toujours des années Reagan, comment ça a influencé le cinéma, puis la musique, puis plein de... Tu sais, ils parlent souvent de ça. Ici, au Québec, c'est un truc qu'on a peut-être moins réfléchi aussi. Mais... C'est vrai, ça mériterait d'être... Ça mériterait une investigation. La chose que j'ajouterais à ça, c'est qu'au crédit du PQ, quand ils sont arrivés en poste, eux autres, ils ont voulu encourager là, les activités en région. Ouais. Ça fait qu'on avait moins de grands rassemblements, si on veut, là, mais on avait des événements ici et là dans la province. Puis, il y a beaucoup de folklore, là. Beaucoup de folklore. Dans les familles, ils jouaient, les gens chantaient, les gens dansaient, les gens jouaient des instruments. Ouais, mais tu sais, dans les genres d'événements où tu as peut-être un ou deux artistes en vedette, puis souvent, c'est des artistes locaux
qui remplissent là, la soirée. Puis eux autres arrivent avec leur patrimoine familial. À un moment donné, tu as un lien là, avec le folklore et les racines là, qui est facile à établir. T'sais. Mais là, il y a un revival du folk, de la musique folklorique québécoise en ce moment, traditionnelle. Là. Ben, je te dirais, en tout cas, à mon avis, là, de l'intérêt de la ce que population, j'entends, ben, je te dirais qu'il y a des chansons pop à succès, là, où est-ce que tu vois l'influence là, folklorique de façon assez claire. Puis ta carrière continue comme ça dans les années 70, puis tu sors ben, tu me corrigeras, mais je pense que c'était tes 2 plus gros hits, Je suis cool, puis La vie en rose. Ouais. Puis à ce moment-là, tu dois être méga connu, là. Tu peux plus te promener sur la rue. Parce que mon père disait que lui et ses amis chantaient ces chansons-là, puis c'était un bum, mon père. Là, ça veut dire que c'était plein de couches de la population qui écoutaient ça. Ben, tu sais, l'époque là, des jeunes filles qui crient, puis tout ça, là, c'était déjà passé, moi, quand je suis arrivé. Ouais. Alors, j'ai été traité avec respect dans ce sens-là. Puis, non, je pense que ça dépend du genre d'artiste que tu es aussi. Ouais. Je pense que les gens me voyaient comme étant un des leurs. T'sais, j'aurais pu être un de leurs chums avec qui ils se tiennent à toutes les fins de semaine. C'est juste que ça donne que je fais de la musique. Puis c'est dans cet esprit-là que je pense qu'on m'a vu puis que j'ai été traité. Puis moi-même, je me suis jamais senti sur un piédestal quelconque. Là. En fait, moi, je faisais de la musique parce que j'aime faire de la musique. J'ai pas fait de la musique pour devenir connu puis avoir ma face sur Éco-Vedette. Là, ouais. Puis, Beau Dommage ou Harmonium? Ouais. Ben, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est-tu quoi? J'aurais pas été surpris, moi, si en quelque part on m'avait demandé d'être le Neil Young de Beau Dommage. Ah ouais? Ouais, moi je pense qu'il y aurait eu un naturel là. Harmonium, moins, parce que je trouvais que il y avait une... comment je dis ça donc? Leur racine était plus dans le progressif. Ouais. Il était plus confortable quand il s'en allait dans le progressif. Mais moi, mon défi artistique, c'est d'être... Je vais faire un pas en arrière. C'est pour ça que je m'assois ce matin, là, puis je compose une chanson. Ben là, je vais improviser. Je vais me perdre dans ma bulle. J'ai ma petite enregistreuse là, qui enregistre tout ça. Là. Puis là, à un moment donné, là, quand ça s'éteint, puis j'écoute ça, là, j'en ai pour 20 minutes à peu près. Alors là, tu sais quoi le travail que j'ai à faire pour le reste de la journée? C'est de m'organiser pour être aussi efficace à 3 minutes que je l'étais à 20 minutes. Alors pour moi, le but ultime, parce que tu sais, on dit on veut changer le monde avec une chanson. Ben, l'idée, c'est que si tu as quelque chose à dire, il faut que ça se fasse vite et bien. Ça fait que c'est un petit peu là, mon côté artisan. Alors je pense qu'un groupe comme Beau Dommage et moi, on se serait bien entendu sur ces bases-là. C'est quand même une machine à hit, Beau Dommage. Ouais, ils en ont des hits. Oui, là, mais les gens réalisent pas ça. Mais Beau Dommage, comme les Beatles, comme Fleetwood Mac, c'est un vrai groupe. Un vrai groupe. T'as quoi? T'as 3-4 chanteurs, t'as 3-4 compositeurs là-dedans. Il y a de la compétition à l'interne. Tu peux pas faire autrement que d'avoir un standard. Parce que souvent, ailleurs, on appelle ça un groupe, mais dans le fond, c'est un artiste bien entouré. J'enlève rien à ces groupes-là. C'est correct, pas grave comment tu le fais. Mais la définition de groupe, c'est pas pareil quand tu parles de un puis tu parles de l'autre. Puis aussi, Michel puis Marie-Michel chantent, ils ont des voix comme vraiment belles en plus, fait qu'ils peuvent se passer des tunes puis tout, puis il y a comme il y a des types de tunes à l'intérieur, je trouve ça vraiment riche, moi. Oui, ben, je suis bien d'accord avec toi. Puis on le voit parce que quand ils font leur truc solo, maintenant, ils tiennent chacun leur bout là, de façon admirable. Mais la perle cachée dans Beau Dommage, c'est Pierre Bertrand. Ben ouais, c'est sûr. C'est comme le David Crosby là, de Beau Dommage. C'est la troisième voix, c'est toujours celle-là. Là. Elle est tough à insérer à quelque part. Là, puis c'est un groupe, il a composé plusieurs tunes aussi. Oui, aussi, oui, certain. C'est tout un chanteur. Puis...
On était rendu où, là? Fait que là, ah ouais, c'est ça, je veux parler de la période Socan. Ouais, Parce que ok. moi, c'est une question, à presque tous les épisodes de podcast que j'ai fait, c'est quoi l'avenir des artistes si on peut plus vivre de notre art? Ça devient, tu sais, dans le sens où, je sais pas, mais là, moi, des fois, je me dis, faut que je fasse attention, parce que j'ai presque de l'air paranoïaque dans mon affaire, là, mais genre, on s'est fait usurper tous nos moyens de diffusion, toutes nos petites... Comme là, maintenant, mettons, sur Prime Video, ils font des émissions québécoises, là, comme LOL, ou Netflix fait des films québécois. Le futur du Québec, c'est-tu des Américains qui vont venir produire notre propre culture parce que il n'y a même plus d'argent possible. En musique, je m'y connais moins, là, mais je sais que Spotify, c'est une joke, là, dans le sens où tu peux avoir des millions d'écoutes puis te faire 6 piastres ou des trucs du genre. Là. Mais quand toi, t'étais à Socan, j'imagine que t'étais là exactement pendant que tout ça était en train de changer, en plus. Ah, ben ça a toujours été en mouvance. Ouais. Ce qu'il y a à dire là-dessus, moi quand j'ai commencé dans le métier, moi, une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'on avait des artistes relativement connus. Tu sais, leurs chansons, on les entendait à la radio et tout ça. Mais moi, je les connais, là, je les accompagne. Puis tu sais, ces gens-là, ces musiciens-là, là, aussi connus soient-ils, là, ils ont de la difficulté à payer leur épicerie, puis ils ont de la difficulté à payer leur loyer. Puis là, parce qu'ils deviennent connus, on les appelle à longueur de journée. « Ah, on a telle cause, on voudrait que tu viennes soutenir ça, puis on a telle... » Puis mes collègues artistes, ils disent jamais non. Tu peux compter sur eux autres, ils sont toujours là. Alors moi, je regarde tout ça aller, je dis, regarde, eux autres, là, ces artistes-là, ils s'occupent de tout le monde. Mais qui s'occupe d'eux autres? OK? C'est qu'à un moment donné, j'étais en train de jongler avec ça quand j'étais plus jeune. Puis là, une des choses qui revient souvent en discussion, des fois, sur cette ère d'aller-là, entre les artistes, les musiciens, c'est qu'il y en a plusieurs qui, à un moment donné, ils disaient « moi, là, le seul chèque que j'ai vu depuis que je fais de la musique, là, c'est le chèque que je reçois de la Socan. » C'était pas mal le dénominateur commun, ça. Ça fait que moi, je me suis dit à un moment donné, OK, c'est que s'il semble vraiment avoir un lien intègre entre ce que la Socan fait puis les musiciens que je connais, ben s'il faut s'investir en quelque part pour améliorer ça, c'est bien là. Alors, j'ai passé 25 ans de ma vie à la Socan. J'ai fait 2 mandats comme président en essayant là, de s'assurer qu'on soit rémunéré équitablement, puis en quelque part que l'argent se rend aux artistes. Il ne faut pas oublier que cette association-là appartient aux ayants droit. Ce n'est pas des producteurs, ce n'est pas des commerçants qui ont ça, c'est des ayants droit. Maintenant, si tu me permets, quand on regarde l'état du droit d'auteur comme tel, il y a le courant français, puis il y a le courant britannique. Le courant français s'appelle vraiment le droit d'auteur. Puis historiquement, là, on a toujours donné préséance aux propriétaires des œuvres créées. Autrement dit, les artistes au départ. Il y a eu un moment donné, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais si tu ouvrais un bar en France, puis tu n'avais pas ta licence pour payer les pièces qui jouaient, ben c'était pas long. Là. La police rentrait, là, puis ils fermaient la place. C'était pire que pas avoir ta licence de boisson au Québec. Là. OK? Maintenant, le courant britannique, eux autres, il s'appelle le copyright. Puis si tu regardes ce mot-là comme il faut, là, c'est le droit de copier. Alors, tu comprends que l'avantage n'est pas laissé au propriétaire, au créateur. L'avantage est laissé à celui qui l'utilise. Alors, ce que ça dit, généralement parlant, c'est que la personne intéressée a accès à tout. En autant qu'en fin de compte, il va s'occuper équitablement de ceux qui ont créé. Mais on ne mettra pas les bâtons dans les roues de celui qui veut avoir accès aux œuvres comme telles. Alors, nous, au Canada, à un moment donné, quand le pays s'est fondé, on a eu à choisir. Est-ce qu'on prend le courant français ou on prend le courant britannique? Alors, comme toutes nos autres lois au Canada, on a choisi le courant britannique. À part la société civile québécoise, à part le civil québécois. Non, parce que ça, c'est fédéral. Le droit d'auteur, c'est fédéral. Ok, non, mais je faisais juste, parce que je sais qu'au Québec, je faisais juste une blague, c'est que pour le droit civil, c'est différent au Québec au niveau provincial. Peut-être, mais là, on n'est pas à ce niveau. Ouais, non, je sais. OK, alors, tout ça pour dire, c'est qu'au Canada, on a un régime de copyright. Ouais. Où ça brouille les cartes, c'est quand on traduit copyright
par droit d'auteur. Ah, parce que c'est une illusion. Ben voilà, exactement. C'est un jeu d'ombre chinoise. Alors, ce qui est arrivé au cours des dernières années, en particulier quand Napster est arrivé, c'est que là, on a commencé à non seulement s'approprier des œuvres d'un propriétaire ou d'un créateur, on a commencé à distribuer ça sans, de l'autre côté, compenser équitablement là, les ayants droit. Ben, pas du tout, en fait. Ben, pas du tout, là, dans ce cas-là, mais en tout cas. Alors, ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, c'est qu'il aurait fallu que les politiciens mettent leur culotte, puis en quelque part, là, arrêtent ça immédiatement, puis rappellent le monde à l'ordre. Mais les politiciens, puis là, parce qu'on me l'a dit plus d'une fois, quand je représentais mes collègues, les politiciens trouvent qu'il n'y a pas de vote dans le droit d'auteur. Alors, ce que ça a fait, c'est qu'ils n'ont rien fait, parce qu'il y a d'autres sujets, la santé, l'éducation, qui est plus important que le droit d'auteur à ce moment-là. Puis, ça fait que ça a créé des précédents, ça a créé des mauvaises habitudes. Puis là aujourd'hui, là, tu sais, quand même que tu vas t'attaques ça de façon féroce. Ça fait déjà au-delà de 20 ans que ça roule de l'autre côté. Quel politicien là, va se lever debout et va dire hey, ça va changer aujourd'hui? Puis bien entendu, l'opposition va dire ben là, ça va faire que le consommateur va payer plus cher. Ça fait que. Mais ça va loin. Là. Ben, ça n'a jamais été facile dans le domaine de la création. Puis là, j'élargis un peu, c'est pas juste dans le domaine de la musique. Les inventeurs. Comment ça se fait qu'on n'avait pas d'organisation au Canada qui était capable de nous inventer un vaccin pour la COVID? Parce que la création au Canada, c'est pas une priorité. Fait qu'on les a achetés des étrangers. Mais ça se peut-tu que le Canada, dans cet aspect-là, c'est qu'il y a les États-Unis à côté, puis c'est le plus gros empire au monde, puis ils vont toujours être en avance sur nous autres, fait qu'on leur remet comme tout entre les mains, ces aspects-là, un peu, puis dire, ils vont s'en occuper, on peut même pas... C'est possible qu'il y en ait qui pensent ça, certains, mais j'essaie de revenir à notre point de base, c'est qu'on a là à s'éveiller au fait, puis se poser la question, est-ce qu'on valorise assez la propriété intellectuelle? Ben là, c'est ça la question. En ce moment, c'est une question qui se passe vraiment. Tu sais, je veux dire, moi, j'entendais parler d'une taxe sur les CD au milieu des années 90. Ouais, ben là encore... Les CD ont le temps de disparaître avant que ça devienne un vrai sujet de conversation. Non, mais il n'y a pas juste ça. C'est parce que où des gens comme moi, on s'est opposés à ça, c'est qu'on ne devrait jamais payer de taxes. Quand là, tu payes ton loyer à ton propriétaire, on dit-tu le propriétaire taxe son locataire? Ben non, il paye une hypothèque, lui, là, pour cet édifice-là. Tu vois, ça lui appartient. Puis là, ben, il loue. Hein. Alors, on taxe pas personne. Ah là. Ouais, j'ai le mot taxe, j'aurais pas dû utiliser ça. Non, mais tu as raison quand tu dis qu'on emploie ça. Encore, quand on a lancé les lecteurs MP3, écoute, le premier ministre du Canada, il s'est installé en face d'un Best Buy, puis il a dit aux citoyens canadiens, non, je ne taxerai pas les lecteurs MP3, mais t'achètes un lecteur MP3, pourquoi? C'est un show de boucan, hein, ça? Non, mais, tu sais, ça fait que, tu sais, on emploie tout le temps ça, puis je te dirais aussi qu'il y a des politiciens qui disent, ça vaut pas la peine de se battre sur le droit d'auteur puis tout ça. Si les artistes en arrachent, on leur donnera une subvention. Qui veut vivre en quêteux, là? Ouais, c'est sûr. Mais je me demande même... Là, je m'excuse, je suis en train de me pomper. Là. Non, mais je me demande même si Spotify puis Apple Music puis tous ces trucs-là en streaming, là, en diffusion continue, avaient jamais existé, puis qu'on est encore au piratage un peu Napster puis tout. Je pense que les artistes feraient encore plus d'argent parce que c'était quand même pas toute la population que ça leur tente d'aller voler des MP3 sur des sites louches, là. Il y aurait eu encore de la vente de CD, il y aurait eu encore des ventes sur Apple, sur iTunes. Ça fait rien. Il y aurait eu quelqu'un d'autre qui aurait fait la même affaire de façon plus efficace, puis là, ça aurait été là, vraiment là, un cancer du terrible. Ouais. Non, je pense qu'on a assez de problèmes comme c'est là. Ah non, écoute, c'est que... Alors quand je vois des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine artistique...
je pense qu'ils méritent d'être avertis comme il faut. Pas pour les décourager, mais en quelque part, là, quand ils s'ambitionnent dans la vie, ils veulent protéger puis faire évoluer leur famille. Là, à un moment donné, il faut que tu fasses face à la réalité. T'sais. Puis c'est drôle, pareil, un musicien comme ça qui devient président. J'imagine que c'est juste des artistes qui peuvent devenir président de la SOCAN. Non, mais dans le domaine, bien de la organisé, musique, pareil. non, mais dans le domaine, juste je vais reculer d'un pas. Tu as été choisi, quand ça s'est passé, ton évolution à devenir président d'une institution aussi importante? Premièrement, il ne faut jamais oublier que même si tu as le nom d'un artiste là, affiché en gros, là, le succès dans notre métier en est un d'équipe. Okay? Alors, ça fait que dans le domaine de l'exploitation des chansons, l'équipe se résume à la base entre le ou les créateurs, puis, si on veut, le gérant de chansons, parce qu'il y a quelqu'un, il faut les places, puis qui collecte l'argent, puis il redistribue ça. On appelle ça un éditeur de musique. Okay? Alors, à la SOCAN, le conseil d'administration qui gère la stratégie de la SOCAN, il y a 18 personnes, il y a 9 éditeurs et 9 auteurs qui viennent de partout à travers le pays, d'est en ouest. Alors moi, quand je me suis investi à la SOCAN, j'ai été élu par mes pairs. Puis là, j'ai commencé à m'insérer, à m'intéresser à certains dossiers. Puis j'ai essayé de faire valoir nos arguments à certaines personnes qui pouvaient influencer la tournure des choses. Puis finalement, on a pensé que j'étais un bon porte-parole. Une chose qui est pas à négliger, c'est que quand on se promenait, puis je faisais du lobby, puis on a des réunions, puis on va à l'international, tout ça, je suis capable de me débrouiller en français, mais je suis capable de me débrouiller en anglais aussi. Il y a beaucoup de francophones qui ont cette qualité-là, mais pas beaucoup d'anglophones. Oui, c'est ça. Puis tu vois-tu un avenir possible? Parce que je me dis, des fois, tout a l'air sombre, puis tout, mais en même temps, si on regarde les années 50, ça a toujours été difficile. C'était des producteurs qui composaient toutes les tunes, puis il y en avait beaucoup, là, tu sais, il y a cette mouvance-là dans la musique pop américaine. Il y a comme plein de producteurs, il y avait des vedettes un peu montées par des équipes de producteurs, puis tout d'un coup, dans les années 60, c'est rendu le retour à la musique composée par des auteurs authentiques qui font leur propre musique, puis qui chamboulent tout. Y a-t-il une possibilité, peut-être, tu penses, de voir un futur où, justement, tout ce système-là vraiment ténébreux de la musique à Silicon Valley s'effondre, puis ou que change ou évolue? Ou... Moi, je te dirais qu'une des grosses raisons de ces genres de problèmes-là, c'en est un d'éducation. Tu comprends? À un moment donné, ce qui arrive, c'est que les artistes, quand ils réalisent qu'ils veulent peut-être devenir artistes dans la vie, c'est parce qu'ils ont aussi choisi de ne pas s'investir dans les secteurs organisés de notre société. Ouais. Tu comprends? Tu veux être avocat, ben là, à un moment donné, tu as des cours, tu as des choses à savoir. Tu veux être médecin, même chose, tu comprends? Même si tu veux être plombier, à un moment donné, il faut que tu ailles à l'école de plomberie et tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, quelqu'un dit « Ah, toi, tu chantes bien ou tu joues bien la guitare, tu devrais t'en aller dans la musique. » Je ne sais pas pourquoi, ils pensent qu'ils n'ont rien à apprendre. Tu sais, il y a des gens qui se disent professionnels qui ne sont pas capables, tu sais, des guitaristes, ou je sais pas quoi, qui ne sont pas capables de t'expliquer c'est quoi la différence entre un droit d'exécution et un droit de reproduction. C'est la base de notre domaine. Mais encore pire, il y en a que tu t'es assois, là, tu dis regarde, là, moi t'expliquer c'est quoi la différence. Ils veulent pas le savoir. Ils veulent pas le savoir. J'ai signé avec tel gars, il est cool, il est correct. OK, ça. Puis, mais c'est ça, pareil. Ça fait qu'il vient à un moment donné, tu sais, il y en a qui sont venus brailler chez moi à un moment donné, puis là, ils me montrent le papier, il veut pas me payer, le gars, puis tout ça. Ben oui, mais c'est écrit en bas, il dit, gars, tu l'as pas lu, c'est écrit, je fais de la musique, je ne veux pas être payé, et c'est correct comme ça, puis t'as signé. Je veux dire... Non, mais c'est vrai. Ouais. Je veux pas généraliser, mais c'est souvent vrai. Puis, y a-tu la SOCAN, as-tu des formations? J'imagine que ça doit faire partie de leur mandat. Un instant, le travail de la SOCAN est très limité. Eux autres, non, pas comme si c'était leur responsabilité, mais je me dis où on devrait aller pour avoir un atelier de ça, où quelqu'un voudrait s'informer sur tous ces détails-là. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a des sociétés professionnelles. Si tu es auteur-compositeur, la première place que tu veux aller, c'est à la Société professionnelle des auteurs-compositeurs. Ça s'appelle la SPAC. Puis à partir de là, ils vont te pointer, là.
où il faut que tu ailles par la suite. Chaque activité professionnelle là, qui a son mérite est organisée. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas de SPAC. On a appris sur le tas, nous autres. Mais là encore... Mais il y avait des ventes de disques dans le temps, fait que ça pouvait combler un peu le fait que vous faisiez avoir sans trop savoir. Non, on avait autant de questions. Je me souviens, moi, la première fois qu'un producteur... Écoute, à l'époque, on était payé 2 sous par copie vendue d'une chanson. OK? Faut t'en vendre en chien des disques là, pour te payer une piscine, là. C'est même pas ça, Spotify. En tout cas, c'est juste te dire, mais à un moment donné, un producteur qui utilise ma chanson que je vois sur les palmarès, puis ça marche, il y a des ventes et tout, il me paye pas. Alors là, j'étais obligé d'aller voir un avocat, puis payer un avocat. Puis j'ai calculé à la fin que pour aller chercher 80$, ça m'en a coûté 800$. Puis, mais c'est quoi ce monde-là? Ils sont sans gêne de pas te donner ton 80$? C'est du monde juste qui vivent sans gêne dans la vie, qui connaissent pas la honte? Ou... Oui, il y en a de ça. Il y en a de ça, mais il y en a qui se disent, ben, gars, je paierai quand je me ferai prendre, mais ils se font jamais prendre, tu sais. Puis c'est comme cette semaine, aux nouvelles, là, ils parlaient de ça, tu sais, la taxe de 200$, c'est pour te permettre de jeter de la neige, là, dans la rue. As-tu vu ça? Non. Ben là, bien entendu, il y a des plaintes parce que les voisins, il y a beaucoup des voisins qui ne payent pas le 200$. Ça fait qu'ils lancent le nez, mais là, ils s'aperçoivent que c'est beau avoir un règlement, mais ils ne sont pas capables de l'appliquer. Il n'y a personne qui vérifie qui paye, qui ne paye pas, puis qui est illégal, puis tout ça. Alors, tu t'as retrouvé, c'est la neige de qui est sur le bord du trottoir? Là, écoute, donc, on est rendu là, c'est que on se donne des règlements, on s'organise des choses, mais on n'a pas les moyens ou on ne peut pas appliquer les choses. C'est ce genre de problème de société-là qu'on a présentement. Là. Puis, c'est-tu la SOCAN qui perçoit, comme tu disais tantôt en France, les permis, là, les gens qui font, tu sais, comme je sais que les commerces à Montréal ou au Québec en général peuvent volontairement ou, je pense, sont obligés techniquement de faire un paiement par mois ou par année s'ils font jouer de la musique dans leur magasin. Okay. C'est-tu la SOCAN, ça? Ou... Ben, premièrement, la SOCAN représente les propriétaires des œuvres, les créateurs, OK? On ne parle pas des chanteurs, on ne parle pas des compagnies de disques, on ne parle pas, là... C'est les auteurs, les compositeurs, puis leur agent qu'on appelle les éditeurs de musique. OK, bon. La loi sur le droit d'auteur au Canada dit qu'à toutes les fois qu'une œuvre est utilisée, surtout commercialement, bon, ben là, ça prend une licence, autrement dit, une permission pour l'utiliser, puis, en compensation, il faut payer le tarif qui s'impose. Maintenant, ce n'est pas la SOCAN, ni les auteurs, ni les compositeurs qui décident quel sera le tarif. C'est le gouvernement. Puis la façon dont ça marche, c'est un peu comme dans les vieilles émissions de Perry Mason. Tu es en cours, il y a un juge, un commissaire. Ça fait que là, les artistes arrivent, puis là, ils disent « Ah, quand ils font jouer ma musique dans l'ascenseur, moi, il faut que j'aie assez d'argent pour payer mon épicerie, sinon, tu sais, je pourrais plus survivre. » Puis là, le gars qui a l'édifice... Mais s'il parle de même, moi, je serais pas sur son bord. Hein. Non, mais le gars qui a l'édifice, il dit « Ah, s'il faut que je paye de l'argent pour faire jouer de la musique, ben là, moi, je vais fermer ça, on va mettre tout le monde dehors, il n'y aura pas de logement. Bon. » Alors là, à un moment donné, on écoute les deux arguments, puis là, le juge arrive et il dit « Bon, quand on fait jouer de la musique dans un immeuble, voici, ça va être le tarif numéro 13, puis ça va être temps de la journée. » Alors, on a au-delà d'une quarantaine de tarifs comme ça au Canada pour toutes sortes d'utilisations. Autrement dit, que la musique joue au téléphone quand on attend, ou à l'épicerie, ou dans un magasin de disques, ou en spectacle, ou à la télévision. En quelque part, il y a un tarif ou un sous-tarif qui s'applique à ça. Alors, les utilisateurs, ils sont tenus par la loi d'avoir les licences puis de payer les tarifs. Mais là... Il n'y a personne qui enquête. Là. Ben là, voilà. Alors, qui s'occupe de ça? Mais je sais que c'est un truc un peu d'intégrité. Il y a plusieurs commerces qui décident de le faire quand même. Comme... Oh, c'est oui, presque oui, volontaire. Oui. Je ne veux pas généraliser, tu as absolument raison. Mais il y en a plusieurs que... Il y en a un qui me dit, moi, je suis commerçant, j'étais à l'école des HEC, on m'a expliqué toutes sortes d'affaires, les permis, la ville, mais il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça, qu'il fallait que je paye des droits pour de la musique. Ah ouais, ben non, c'est sûr, mais c'est en train de disparaître de notre esprit de payer pour l'art, là, ça s'évapore de plus en plus. Ben ça, c'est un bon point, parce que pendant longtemps, quand on grandissait,
On entendait la musique qui nous venait de la télévision, on payait pas. On entendait de la musique qui venait là, de la radio, on payait pas. Puis là, à partir d'un moment donné, on nous dit « Hey, il faut qu'on paye pour ça. » C'est quoi ça, cette affaire-là? Mais dans le fond, c'est qu'on a toujours payé. C'est que c'était le producteur de télévision qui payait, c'est le producteur, le propriétaire de la station de radio qui payait, c'est le producteur de spectacle. Ça a toujours été payé, mais on le disait pas. Ouais. Puis là, tu as des petites affaires qui se passent. Là, tu vas à l'école, on va t'expliquer, tu es en première année, tu n'as pas le droit de prendre le crayon là, de ton ami à côté. Là. On appelle ça du vol. Mais là, tu sais, tu as le titulaire qui fait de la photocopie à longueur de journée. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut prendre conscience de ce qui se passe. T'sais. Parce que tout ça, il n'y a personne qui fait ça pour mal faire. T'sais. Soyons réalistes. Quand tu fais des sondages, là, tout le monde dit oui, les artistes, c'est important, leurs chansons sont importantes, oui, on est d'accord qu'ils soient rémunérés équitablement. T'sais, on n'a pas de problème de principe. Ouais. C'est juste que faudrait l'organiser là, en quelque part. T'sais. Puis là, t'es plus à séquence, c'est quoi tu fais? J'imagine que t'es à retraite, tu profites de la vie, tu fais-tu encore un peu de musique? J'aurais pensé que je serais à la retraite. Mais là, tu vois, je viens de finir l'enregistrement d'un nouvel album. Ah ouais? Ah ouais. Oh, wow, là, quel timing! Hein? Ouais, certain, ça va. Écoute, j'aurais voulu le sortir là, ce mois-ci. OK, ouais. Mais j'ai pas été capable parce que les usines de fabrication sont 6 mois en retard présentement à cause des vinyles. Ouais. Puis moi, je vais avoir une version vinyle. Je vais être obligé d'attendre à l'automne. Là, avec la sortie de l'album, là, j'ai une série de spectacles qui s'en vient. On a réussi à repousser la majorité de ces spectacles-là à l'automne pour aller avec la sortie de l'album, mais il m'en reste quelques-uns. Alors, je joue à Cowansville en fin de semaine. Avec tes nouvelles chansons? Puis tes classiques ou vas-tu jouer tes nouvelles chansons? Oui, les deux. OK, t'as 2 nouvelles chansons? Non, je dis que tu vas dire les deux, tes classiques et tes nouvelles chansons. Parce que, tu sais, quelqu'un vient voir Gilles Valiquette, là, il faut que je joue les chansons qu'il veut entendre. Ben ouais, t'imagines-tu? Mais ça me fait plaisir, m'a dit, parce que moi, ces chansons-là, je les joue pas chez moi, là. Il y a d'autres choses que ça me tente de jouer. Mais quand je suis en face du public, puis je vois leur plaisir à travers leurs yeux, là, ça me donne le goût d'y jouer, t'sais. Puis c'est quoi, quand t'es en studio, t'as eu un label derrière toi pour cet album-là? C'est un truc autoproduit? C'est les productions de La Cordonnerie. C'est la même gang qui était en arrière des projets de Luc de la Rochelière récemment. OK. Je t'ai mentionné auparavant que le succès dans notre métier en est un d'équipe. Je me risquerais jamais à faire quelque chose tout seul. OK, ouais. C'est un peu, à moi, d'après ce que je sais, c'est un peu une perte de temps. Ouais, ben, je serais assez d'accord. Mais là, je suis en train de le faire, moi, comme un long métrage tout seul. Fait que, on verra. Mais là, dans le cinéma, je m'improviserai pas dans le cinéma, par exemple. Ouais. Ben, écoute, merci beaucoup. Accepter que je vais te dire que j'ai été, jusqu'à il n'y a pas longtemps, sur le conseil d'administration du fonds Harold Greenberg. Puis, on subventionnait... On aurait dû faire ce podcast-là avant, puis je t'ai glissé un petit vin en dessous de la table. On subventionnait les projets... les scénarios, hein? Ouais, exactement. Ouais, c'est le fonds Harold Greenberg dans le monde du cinéma. Pour les scénaristes, c'est magique, en fait. Mais là, c'est beaucoup d'argent. Puis... Ah, c'est fini? Oui, parce que le fonds Harold Greenberg était piloté par Astral. La compagnie Astral a été vendue à Bell. Ouais. Puis Bell, ils ont organisé un nouveau fonds Bell. Alors, ils ont éclipsé le fonds Harold Greenberg. Alors, ça explique pourquoi j'ai un petit peu plus de temps pour venir te voir aujourd'hui. OK, ça prenait quand même beaucoup de temps, cette affaire-là, le fonds Harold Greenberg? Ouais, écoute, on recevait des méchants gros cartables, là. Ouais. Tu regardais fait ça. Que tu lisais des scénarios, puis des projets de films? Ouais, certain. Ouais. Ça peut être une job, ça, lecteur de scénario. Hein? Il y en a qui sont payés pour ça. En tout cas, je sympathise beaucoup avec ces défis-là. C'est quand tu tombes sur un mauvais scénario, puis faut que tu juges. En même temps, tu en recevais combien? Parce que je sais que j'ai des amis qui l'ont fait à Sodec puis au Conseil des arts, mais des fois, tu peux te taper comme 100 scénarios de lecture. Ça peut être... disons, ça allait plutôt dans le coin d'une trentaine, là, mais à la fois. Moi, mes amis m'appellent pour que je lise leur scénario, puis des fois, ça me prend 4 mois à lire leur scénario. Fait que... Mais sais-tu quoi, par exemple, c'est que quand même, ce que je trouvais un petit peu difficile, c'est que tu sais, c'est sûr, tu lis le scénario, puis tu vas te questionner sur comment ça va avoir de l'air un coup réalisé, là, ce qu'on est en train de traiter. Fait que des fois, ça prend du temps avant que le film arrive.
Puis là, tu peux arriver et dire, ah ben, j'avais des doutes là-dessus, mais maudit que ça, à l'écran, que ça paraît bien. Puis d'autres fois, là, tu arrives, tu dis, ah ça, hey, écoute, c'est génial. Ouais. Puis il n'y a rien qui arrive. Ça, c'est la partie difficile, tu sais. Ah ben ouais, je Être le sais. capable de flairer ça, là, tu sais. Ben écoute, merci beaucoup, Monsieur Valiquette, puis Gilles. Là. Ouais. Puis on attend la sortie de l'album. C'est quoi le nom de l'album? Retour, non, je te le dirai pas. Ah non? Non. Hey, non. on aurait pu avoir un scoop. Les gens de la compagnie seront pas contents. Ah non, mais le podcast reste un mois payant avant de devenir public. Fait que ça serait dans un mois. Même à ça. Retour et... c'est ça le nom de l'album. Fait que, on check pour la sortie de Retour et... Merci beaucoup, Gilles. Fait plaisir, puis bonne chance à vous autres, les gars. Bravo pour votre initiative. Parfait. Merci beaucoup. Bye bye.